Alors bon, très sincèrement, s'il y a 10 ans j'ai chié de travers, ok c'est bien, bravo, on s'en steak la pince, tout ça c'est du passé, on va pas se mentir. Ce qui est passé est passé, pour moi ce qui compte c'est le présent. Actuellement c'est moi qui ai la garde de mes enfants, c'est moi qui m'en occupe seul depuis déjà un peu plus d'un an. Enlever un enfant à sa maman, c'est pas facile. Alors en enlever deux, c'est encore moins facile, dont un nouveau-né, c'est quasiment, voilà, c'est forcément... Elle a fait des choses derrière que la justice n'a pas laissé passer. Tu sais, c'est incroyable. T'écoutes Aurélie Preston, t'as pas l'impression qu'elle est toujours victime? Aurélie Preston, elle est toujours victime. Est-ce que ça existe quelqu'un qui n'est jamais coupable de rien? Même si c'est un accident, t'es responsable. C'est ton geste. Et ça, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à me pardonner, vraiment. J'ai mis beaucoup d'années à me pardonner sur ça. Une seule fois, je me suis défendu. Parce que je n'ai jamais trouvé la nécessité ni le besoin de le faire. Aujourd'hui, j'ai une petite fille, je ressentirais le besoin de me défendre. Je mets une distance entre Ricardo de la télé et Ricardo de la vie privée, ce qui fait que ça ne me touche pas forcément et il y a une réelle différence entre les deux. Hello, beautiful people. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Ricardo Pinto, qu'on a notamment pu découvrir lors de sa participation à l'émission de télé-réalité Friends Trip ou encore Les Anges de la télé-réalité. Ricardo a également été au cœur de nombreuses polémiques qui ont fait couler beaucoup d'encre et on va revenir sur tout ça ensemble puisque récemment, Ricardo a sorti son livre Sortir du silence, que j'ai bien évidemment lu. Un livre dans lequel il a fait pas mal de révélations par rapport à son enfance, la télé-réalité, sa relation avec son ex-compagne Neouda, ses enfants et j'en passe. Pourquoi un livre? Pourquoi maintenant? Pourquoi à 34 ans? Pourquoi alors que tu es en plein études pour devenir coiffeur? Déjà, sincèrement, j'avais un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et il s'est passé plein de choses durant mes 10 années de télé où j'ai jamais ressenti le besoin de me justifier. Tu dis des conneries sur moi, je m'en cire la pince, tu vois, ça me changera pas ma journée, je m'en fous. Mais après, quand tu as des enfants, c'est différent. Ça peut avoir un impact. Et du coup, je pense que c'était important que je puisse, d'une part, dire ma vérité, dire ce que moi je pense, dire ce que moi j'ai vécu, dire la chose telle qu'elle est. 10 ans après, j'ai pas besoin de racheter mon image ni de... Ça y est, c'est passé. Donc je suis pas là pour essayer de... Non, je raconte comme ça s'est passé, c'est... Et c'est vrai que depuis la sortie de l'interview que Ricardo a pu accorder à Samzira, vous étiez plusieurs à me demander cette vidéo. Donc me voilà. Et j'ai envie de vous dire, on va pas changer les bonnes habitudes. Grab a snack, take a seat and let's go. Ricardo Pinto, de son nom de naissance, est né le 13 août 1990 à Paris, en France. Ses parents sont nés au Portugal, ils se sont mariés lorsqu'ils étaient assez jeunes, ils avaient 18 et 22 ans et ils sont assez rapidement venus s'installer en France. Alors, c'est vrai qu'à leur arrivée en France, c'était pas forcément facile pour eux. Ricardo a pu confier que, voilà, financièrement parlant, ils étaient obligés, donc tous les deux, chacun de leur côté, d'avoir deux boulots pour pouvoir s'en sortir convenablement. Alors, ils étaient gardiens d'immeubles et gardiens de sécurité et à côté de ça, ils bossaient également chez Auchan. Je vous le cite. Puis, je suis née. Mes parents étaient très jeunes et ça s'est ressenti sur mon éducation. Il me semble que dans leur tradition, on est obligé d'avoir un enfant après s'être marié. En tout cas, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'est pas question d'utiliser de contraceptifs. Alors, je suis arrivée. Donc, côté enfance, Ricardo a pu confier que côté éducation, ses parents ont toujours fait en sorte qu'il puisse se débrouiller assez rapidement seul. Il est revenu sur plusieurs exemples dans son livre, en relevant notamment que lorsqu'il était en CE1, il voulait déjà lui apprendre à faire le chemin vers l'école tout seul, tout en restant derrière lui, bien évidemment, pour le surveiller, etc. Mais pour eux, c'était très très important qu'il puisse être autonome. Lors d'aujourd'hui, Ricardo est très reconnaissant de l'éducation qu'il a pu recevoir parce que ça lui a permis plus tard dans la vie de pouvoir se débrouiller seul en fait sans devoir compter sur qui que ce soit pour ses projets, etc. Quand il était petit, il se sentait quand même très seul parce que ses parents étaient très très souvent absents à cause de leur emploi du temps. Et du coup, il se retrouvait très souvent tout seul dans l'appartement dans lequel il vivait à l'époque. Je vous le cite. Très jeune déjà, j'étais turbulent. À tout le temps faire des bêtises, à chercher l'attention de mes parents par tous les moyens possibles et imaginables. J'avais toujours besoin d'être au centre des préoccupations de mes parents,
quitte à faire des conneries pour qu'on s'occupe de moi. C'est quelque chose qui reste longtemps, le besoin de toujours faire le mariole, de faire marrer les potes. Que l'on me remarque. Peut-être que c'est mon petit frère qui m'a mis un complexe. Tout d'un coup, je n'étais plus le petit roi, mais juste le second qui empêchait de changer les couches ou d'endormir le nouveau bébé. Donc lorsque Ricardo était en CM2, que ses parents ont fini par se séparer. Et même si aujourd'hui, avec le recul, il se rend compte que cette séparation était nécessaire parce qu'il y avait pas mal de violence. Alors, pas envers lui, mais entre eux. Donc voilà, il y avait pas mal de tensions, de violence, etc. à la maison. Quand il était petit, par contre, il avait très mal vécu cette séparation. Et c'est vrai que Ricardo, quand il était plus jeune, il fuguait beaucoup, il faisait croire à ses parents qu'il allait à l'école alors que c'était pas forcément le cas. Il passait la plupart de son temps dehors, etc. Et au bout d'un moment, ses parents étaient mis au courant par l'école. Et ça leur a pas forcément fait plaisir. Et du coup, quand il était petit, dès que c'était les vacances scolaires, ses parents l'envoyaient au Portugal. Et aujourd'hui, avec le recul, il n'est pas très sûr si c'était, s'ils l'ont envoyé là-bas en gros pour qu'il se calme un petit peu, ou si c'était pour se débarrasser de lui. Contre, il ne s'est pas calmé pour autant. Il a quand même continué à enchaîner les conneries, même au Portugal. Il passait tout son temps à rentrer et à sortir, à passer du temps avec ses copains dehors. Il est notamment revenu sur une anecdote d'un jour où il a été volé dans un magasin de jouets, que ses copains surveillaient l'extérieur, lui montait à l'étage du magasin pour balancer les jouets par la fenêtre. Et comme les grands-parents de Ricardo habitaient dans un petit village, c'est vrai que c'est très rapidement revenu à leurs oreilles. Et ils n'étaient pas très contents de son comportement. Et du coup, pour éviter de faire face à leur mécontentement, surtout qu'ils en venaient aux mains assez facilement, il a préféré fuguer. Les grands-parents avaient plusieurs maisons dans ce village, donc Ricardo passait de maison en maison pour pas que ses grands-parents ne le retrouvent. Heureusement, ses problèmes de comportement ne se sont pas améliorés avec le temps, puisque lorsqu'il était en 5e, ses parents étaient en procédure de divorce. Et c'est vrai que cette période-là de sa vie a eu pas mal de répercussions. Voilà, sur lui, sur son comportement, etc. En fait, si vous voulez, il n'avait plus aucune attention de ses parents. Et il se retrouvait très souvent complètement seul face à lui-même. Voilà, du coup, c'est vrai qu'il se bagarrait beaucoup quand il était plus jeune. Et il a fini par se faire virer par son collège. Et c'est vrai que c'était très compliqué pour sa mère. Elle savait plus trop quoi faire, comment le gérer, etc. Donc elle avait décidé à cette période-là de faire appel à une assistante sociale. Lorsque ses deux parents vivaient encore ensemble, son père il arrivait quand même encore à le recadrer. Sauf que quand il s'est retrouvé seul avec sa mère et son frère, c'était plus trop le cas. Sa mère n'avait plus aucune autorité sur lui et c'est donc suite à ça que Ricardo avait été envoyé en internat en sport-études. Je vous le cite. Avec l'internat et le sport-études, d'un coup, je suis rentrée dans une classe où tout était maîtrisé et contrôlé. L'heure à laquelle on se levait, à laquelle on se couchait, les repas, les pauses, même jouer étaient organisés. Évidemment, ça m'a bougé, ça m'a aidé. Et aussi, c'est bête, mais faire 20 heures de sport par semaine, ça m'a calmé. Alors c'est vrai qu'en préparant cette vidéo, évidemment que j'ai regardé la plupart des interviews que j'ai pu retrouver de Ricardo, etc. pour pouvoir vous trouver les extraits à inclure dans cette vidéo. Et je suis du coup tombée sur une interview de son petit frère Kevin qui avait accordé une interview chez Samzira et qui était revenu sur son enfance, enfin sur leur enfance du coup. Et je trouvais ça intéressant de vous inclure une petite partie dans cette vidéo. Je vous laisse regarder et on se retrouve juste après. Plusieurs charges lourdes, c'est normal, on a un passé. C'est toute l'adolescence, tout comment j'ai grandi, tout ce qui s'est passé en fait. À quel âge tu commences à découvrir les foyers? Alors les foyers à 11 ans. Et sinon, déjà en primaire, c'était exclusion, j'étais souvent viré. Donc j'en ai fait pas mal. Pourquoi tu étais souvent viré à l'école primaire? En fait, je me battais trop. J'étais un peu agité. Ouais, mais c'est jamais sans raison. Avec du recul, maintenant que tu es à l'aube de tes 30 ans, est-ce que tu sais pourquoi tu étais agité? Pourquoi tu étais hyperactif? Pourquoi tu te battais? Moi, mes parents ont divorcé quand j'étais jeune, très jeune. Donc du coup, je pense que ça a joué aussi dans mon éducation. Ça t'a mis en colère?
Bah, j'avais 6 ans, donc j'étais trop petit pour le voir vraiment, quoi. À cet âge-là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais est-ce que tu ressentais de la douleur, de la peine de cette séparation? Bah ouais, ça fait toujours un peu de peine quand tu as des parents qui sont séparés, divorcés, ils sont pas ensemble, c'est différent, quoi. Et tu penses que cette peine, cette colère que tu pouvais avoir, tu la mettais à l'école? Bah, je pense que je la mettais dans ma vie, donc tout le temps. J'aimais bien me faire remarquer à l'école et tout. C'est pour ça, les petites bêtises, j'en faisais tout le temps, en fait. J'étais le pro des bêtises. Qu'est-ce qui te conduit en foyer? Alors, ce qui me conduit en foyer, c'est qu'en fait, je me suis fait virer de pas mal d'écoles et que du coup, il fallait un peu une solution. Moi, c'était ma mère qui avait la garde à cet âge-là de mon frère et moi. Donc, du coup, il y avait le service aide sociale à l'enfance, tout ça. Et du coup, j'ai été 1 an au foyer à Paris, dans le 17e, à l'âge de 11 ans. Donc c'était seulement le dimanche que je voyais mes parents, tous les dimanches et mercredis aussi. Et puis après, j'étais retourné chez moi. Et après, je suis reparti dans un autre foyer quelques années plus tard. Pourquoi tu es reparti dans un foyer après être revenu chez toi? Parce que ça se passait toujours mal. Donc du coup, j'ai refait une année de foyer, là c'était adolescent, puisqu'à 11 ans, c'était vraiment jeune. Et après, c'était à l'âge de 13 ans. Donc j'avais fait un pareil, là c'était un foyer ado mélangé avec des adultes. Et tu te souviens qui avait pris cette décision de te mettre en foyer? Ouais, c'est le tribunal. Le tribunal juge pour enfants. Alors, si le tribunal juge pour enfants avait décidé de te mettre en foyer, est-ce que ça voulait dire qu'ils estimaient que ta mère qui avait la garde n'était pas en mesure de s'occuper de toi? Oui, puisqu'en fait, elle travaillait énormément. Donc, du coup, elle n'avait pas beaucoup de temps. Et puis, elle avait des horaires où elle sortait très tard le soir. Donc, du coup, on était, moi et mon frère, on était un peu livrés à nous-mêmes, quoi. Vous étiez souvent tout seul? Oui. Vous avez évolué, grandi seul souvent? Ouais, seul. Et puis aussi, comme mon frère, il est plus âgé, on ne faisait pas forcément les mêmes choses ensemble. Il a combien d'années de plus que toi, Ricardo? 4. Oui, 4 ans, quand on est petit, on les ressent. Hein. On les ressent puisque c'est comme tu arrives au collège, lui, il est au lycée, quoi. Est-ce que tu sais comment ton frère a vécu cette situation? Là, tu nous partages ton ressenti. Est-ce que lui, c'était pareil? Est-ce qu'il a vécu différemment? Je pense que lui, c'était... ça devait être un peu pareil. Hein. Niveau les parents qui sont pas ensemble, il l'a vécu un peu pareil. Ça vous a éloigné cette situation ou au contraire ça vous a rapproché en tant que frère? Je pense que ça nous a un peu éloignés, je pense. Ça nous a mis dans un mode de vie où on est séparés, quoi. Nos parents sont séparés, on est un peu une famille séparée, ça nous a mis un petit peu ça en tête. Donc, c'est à l'âge de 16 ans que Ricardo a rencontré son premier amour, Hélène, qui avait 16 ans, elle aussi à cette période-là. Et c'est vrai que cette jeune fille a joué un rôle assez important, voilà, dans la jeunesse de Ricardo. Alors c'est vrai qu'au début de leur relation, Hélène était assez méfiante parce que Ricardo avait cette réputation de bad boy, voilà, entre guillemets. Et du coup, elle était un peu craintive, elle avait peur qu'il la trompe. Donc, elle était un peu sur ses gardes et un peu méfiante. En fait, cette jeune fille, Hélène, a fini par avoir des problèmes de santé et elle a dû être hospitalisée. C'est à ce moment-là que Ricardo s'est rendu compte à quel point il l'aimait en fait et à quel point il était réellement attaché à elle. Une fois sortis de l'hôpital, ils ont repris leur vie. Ils venaient tout juste de sortir du collège. Ayant tous les deux obtenu leur brevet, c'était donc la vie de lycéen qui les attendait. Alors, Hélène, de son côté, suivait un bac pro en art décoratif et Ricardo, de son côté, préparait un bac scientifique. Sauf que malheureusement, à cette période-là, les choses étaient de plus en plus compliquées à la maison pour Ricardo. Et c'est vrai qu'il a trouvé un énorme réconfort auprès d'Hélène, mais pas seulement, aussi auprès de sa famille et plus particulièrement sa maman. Après le divorce de ses parents, la maman de Ricardo était de moins en moins présente parce qu'elle devait travailler encore plus qu'avant. Et donc du coup, Ricardo se retrouvait pratiquement tout le temps seul
Je vous le cite. La maman d'Hélène, je me souviens, était psychologue, mais surtout, elle était un être humain absolument formidable. Tous les psychologues ne sont pas doués de l'empathie, de la patience et de la sagesse de cette grande dame aux allures d'ange. À une époque où ma maison était trop souvent vide, mon père absent et ma mère occupée au travail, je trouvais chez Hélène et sa mère une deuxième maison toujours accueillante, toujours réconfortante. Hélène jouait un rôle majeur dans mes premiers pas en tant que jeune adulte, mais je dois aussi beaucoup à sa mère. Alors le sport faisait aussi intégralement partie de son quotidien. Ricardo passait pas mal de temps à la salle de sport à cette période-là. Et même, au début, c'est vrai, comme toute personne qui débute à la salle, il ne savait pas réellement ce qu'il était en train de faire, etc. Il a très rapidement commencé à analyser ce que les autres faisaient. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à progresser assez rapidement. Et évidemment que pour lui, c'était forcément aussi une manière de pouvoir s'extérioriser. Donc, il était toujours avec Hélène. Tout se passait plus ou moins bien, à peu près. Il y avait un élément qui posait problème dans leur relation et c'était la relation qu'entretenait Hélène avec son ex-copain. Et ça a déjà commencé à le titiller lorsque Hélène avait été hospitalisée. Rappelez-vous, je vous ai raconté ça il y a un instant. Et même s'il essayait de prendre sur lui, c'est vrai qu'il avait de plus en plus de mal, à prendre sur lui et la jalousie commençait à prendre le dessus parfois. Ils avaient organisé un petit voyage en amoureux, donc c'est la maman d'Hélène qui leur avait pris un appartement pour qu'ils puissent passer un petit moment à deux, entre amoureux, etc. Et c'est pendant ce séjour que Hélène lui avait avoué que lorsqu'elle avait été hospitalisée, qu'elle avait effectivement embrassé son ex-copain. Et c'est vrai que Ricardo l'avait vraiment vécu comme une trahison. Et là, Ricardo s'était complètement braqué à ne plus vouloir lui parler, à être froid et distant. Et c'est fin de l'été qu'il a fini par la quitter. Et là, les rôles se sont inversés. Donc lui s'est calmé. Elle, de son côté, était devenue très passionnée à vraiment vouloir s'investir dans leur relation. Ils ont fini par se remettre ensemble, et d'ailleurs ils sont restés ensemble pendant 5 ans, ce qui est quand même long, sauf que Hélène est partie en école d'art du côté de Strasbourg, donc en fait si vous voulez ils se sont éloignés mais naturellement. Par contre Ricardo est resté assez proche de la maman d'Hélène, puisque la maman d'Hélène était donc forcément au courant de sa situation familiale, etc. Donc elle était là pour lui, pour le soutenir, pour l'écouter, etc. Et lui, de son côté, était là pour la maman d'Hélène à sa façon, à pouvoir l'aider comme il le pouvait. Je vous le cite. J'étais vraiment admirative de cette grande dame. Je pense que je l'ai aimée comme une tante. D'ailleurs, elle avait ce point en commun avec une de mes tias préférées, tante en portugais, de toujours me soutenir, toujours respecter chacune de mes pensées. Et puis, il y a un détail qui a tout fait relativiser et qui fait encore plus de cette grande dame une grande dame. C'est que pendant tout ce temps, seule à élever ses enfants et à continuer à travailler en tant que psy, elle combattait la maladie. La maman d'Hélène avait un cancer en phase avancée, mais elle ne laissait rien transparaître. Quand elle était là pour toi, c'était entièrement. Sa maladie était la sienne, elle la partageait parfois, mais il fallait lui tirer les vers du nez. C'est comme si elle avait un plan. Elle s'est démenée pour acheter un joli appartement dans le quartier de Nation, et elle ne voulait pas laisser de dette à ses enfants. Alors elle a tenu bon. Elle bossait pour rembourser. Je n'ai jamais su si c'était conscient cet objectif. D'abord rembourser. Je la trouvais extrêmement forte. Et le plus fou, c'est qu'elle a réussi. Elle est décédée juste après avoir fini de rembourser son crédit. Vraiment, comme si elle n'attendait que ça pour partir. Alors évidemment, vous vous doutez bien que le décès de la maman d'Hélène l'a énormément affectée. En plus de ça, c'est à cette même période qu'ils se sont séparés avec Hélène. En fait, c'est plus tard dans la vie qu'il a compris à quel point cette période-là de sa vie l'avait affecté. Puisqu'en fait, il s'est retrouvé complètement seul, il avait absolument plus personne à qui pouvoir se confier, à qui pouvoir parler. Et il avait fait un burn-out, à cette époque-là. Alors, côté carrière, après son BTS, c'est vrai que Ricardo a pas mal galéré avant de pouvoir trouver un travail. Et comme il allait très régulièrement à la salle, il avait forcément plusieurs connaissances sur place, etc. Et c'est donc à la salle de sport qu'il a réussi à décrocher son premier contrat. C'était donc un CDI de 30 heures. Que malheureusement, suite à une embrouille avec le patron de la salle, ça devenait de plus en plus compliqué de continuer à travailler ensemble. Donc Ricardo a préféré repartir. Suite à ça, Ricardo s'est inscrit à l'IMF, une école qui donnait des diplômes d'État.
C'était un institut focus sur le sport et sur tout le business autour. Il a ensuite trouvé un poste de coach sportif à Chatou, mais il mettait pratiquement 2 heures pour y aller chaque jour, donc c'était pas vraiment possible de tenir ça sur le long terme. C'est donc ensuite qu'il avait trouvé un poste dans la salle de Rueil-Malmaison, où il avait un poste en tant que commercial, sauf que 2 mois plus tard, la salle est partie en liquidation judiciaire et donc revenu à sa routine d'avant entre ses missions d'intérim et l'appartement de sa mère. Je vous le cite. Après quelques mois à enchaîner les missions sans but, la même salle qui venait de se faire liquider me rappelle. Une autre société avait racheté les locaux, ils voulaient me reprendre. Cette société, c'était Aqualoft. Je sais qu'on peut encore en trouver aujourd'hui et je leur dois énormément. Ce que je vous ai décrit jusqu'à maintenant, le sens des affaires, l'envie de se dépasser, le relationnel et le commercial, c'est grâce à cette boîte et à ses membres que j'ai pu l'améliorer et le concrétiser en son plein potentiel. Alors, dès son arrivée, ils l'ont envoyé en Belgique pour un séminaire et c'est vrai qu'il avait pas mal appris pendant cette formation, donc sur le business et le commerce, donc par rapport à tout ce qui touche au monde du fitness, etc. Et il a vraiment adoré. Pour lui, dans son livre, il a pu confier que c'était vraiment 6 mois de pur kiff. Il avait également pris un appartement à quelques pas de la salle de sport. Et donc du coup, c'est là qu'il a découvert la vie de célibataire et puis surtout ce que c'est de réellement être autonome parce que c'était la première fois qu'il vivait seul. Cette période-là, Ricardo a aussi commencé à rencontrer pas mal de personnes avec une très bonne situation financière, donc des personnes qui ont réussi sur le plan professionnel et c'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup de découvrir comment ils ont réussi, d'entendre parler de leurs projets puisque c'est quelque chose qui lui donnait envie lui aussi de réussir sur le plan professionnel. Et c'est donc un peu plus tard que Ricardo a lancé son premier business. Donc c'était un institut de beauté spécialisé dans les blanchiments dentaires. Son business a très bien fonctionné, genre vraiment bien fonctionné. Sauf que le truc c'est que Ricardo en voulait toujours plus et plus. Et donc, naturellement, en bossant autant, parce qu'il faut savoir que Ricardo bossait de 9h du matin jusqu'à 22h du soir, naturellement, il s'est vraiment éloigné de tout le monde et il ne faisait plus que ça. Je vous le cite. L'argent, c'est bien, mais ça ne valait pas le coup de perdre ma copine et mes amis. J'étais assis sur une montagne d'argent qui grossissait tous les jours, des appels dans tous les sens, encore plus d'opportunités, mais ça me bouffait. Je peux le dire avec du recul, maintenant que j'ai mûri aussi. Autant de travail et d'acharnement, ça a un goût amer quand ça te prend autant, voire plus que tu y mets. Je pense à ma santé mentale et à mon énergie. C'est vrai que c'était une période violente. Donc toujours côté carrière, c'est à l'âge de 25 ans que Ricardo s'est lancé dans le mannequinat. Donc il a commencé à enchaîner plusieurs castings. Une fois qu'il était sûr de lui, qu'il voulait vraiment faire un métier d'image, il a décidé d'aller s'inscrire au cours Florent. Parce que lui voulait vraiment mettre toutes les chances de son côté. Et en plus de ça, il s'était dit que même l'acting, en fait, pouvait éventuellement lui ouvrir plus de portes. Il a alors été figurant dans un film de Jean Dujardin, Gilles Lelouch ou encore Mani Payet. Et ensuite, il a aussi été élu Mister Cuba Company. Et c'est ensuite qu'il s'était inscrit pour Mister France. Il avait remporté le titre Mister France Haute-Savoie. Donc il s'est ensuite donné à fond au niveau du sport pour la finale de Mister France, qu'il a fini par remporter. Alors, il voulait ensuite se lancer pour Mr. World, mais le bloquait pas mal par rapport au contrat, etc. Il est notamment passé à côté d'un contrat avec Adidas, ainsi que pas mal de contrats aussi par rapport à certaines émissions de télé-réalité, puisqu'il voulait quelque part garder l'exclusivité de son image, etc., etc. Et d'ailleurs, il est aussi passé à côté de Secret Story à cause d'embrouilles juridiques par rapport à ce concours, etc. Donc, au final, il a préféré laisser tomber ça. C'est à ce moment-là que Ricardo s'est lancé dans la télé-réalité en participant à la première saison de Friends Trip. Je vous le cite. Si je me lançais là-dedans, c'est à fond. Donc, pas de question de tout cramer en une émission. Minimum 3, 4, 5 ans de carrière. Tout le monde avait en tête l'exemple d'Amélie Netten, la taulière de la télé-réalité avec 10 saisons des Anges et Hollywood Girls. Ça, c'était le goal ultime. Et pour graver les esprits, j'ai étudié le terrain. Surtout que moi, je n'y connaissais rien. La télé-réalité, ça passait aux heures où je bossais. Donc avant même de commencer le tournage, j'ai maté des centaines d'heures
d'autres émissions en replay pour comprendre comment tout fonctionnait. Tu commences à me connaître, toujours le même schéma. D'abord, je ferme ma gueule, je ne sais rien et j'analyse. Alors, Ricardo a pu confier qu'il a très rapidement compris que c'était le clash qui faisait en sorte que tu sois sur le devant de la scène, entre guillemets, dans la télé-réalité. Il avait très rapidement compris que niveau visibilité, c'était ça qu'il fallait faire en gros, et que pour lui, c'était pas très très compliqué de se glisser dans le personnage qu'il avait choisi quelque part d'incarner, puisqu'il avait aussi le cours Florent derrière lui. Je vous le cite. C'était l'un de mes profs qui m'avait expliqué que l'une des grosses différences entre le cinéma français et le cinéma américain, c'était le rôle des méchants. Là-bas, on apprécie et on aime mettre en valeur les personnages torturés, chaotiques. Ici, beaucoup moins. Et c'est vrai. Quand tu regardes les plus grands acteurs français, ceux qui percent à l'international, ce sont des gentils, des marrants. Je ne crache sur personne, Énormément de respect sur les têtes d'affiche qu'on a ici. Mais moi, ça ne me convenait pas, parce qu'être dans le rôle du gentil, ça te rend passif. Donc en gros, pour Ricardo, c'était très clair. Voilà, lui voulait incarner le rôle du méchant. Il était aussi très conscient qu'il pouvait se prendre un retour de bâton, entre guillemets, du public, etc. Mais il s'en foutait, quelque part. Voilà, il s'était conditionné à séparer taf et réalité, et à rester aussi assez détaché de tout ça, tout en restant du coup dans ce fameux rôle qu'il a choisi d'incarner. Et justement, il compare son rôle très très souvent dans son livre en tant que le rôle du Joker. Il met une distance entre Ricardo de la télé et Ricardo de la vie privée, ce qui fait que ça ne me touche pas forcément, et il y a une réelle différence entre les deux. Et la question qu'on m'a jamais posée, c'est comment tu fais pour prendre assez de distance pour pas que ça te touche ou ça puisse te blesser ou te détruire. Ouais. Il y a des candidats de télé qui se sont suicidés c'est clair. Parce que ils ont pris les choses très à cœur et ça les a touchés, quoi. Et donc la réponse, c'est la réponse que j'avais donnée à cet ami, et je lui avais dit, il y a une idée. J'aurais dû, en commençant la télé, donner un autre prénom que le mien. Ouais, pour vraiment dire, Pour mettre une vraie différence, une vraie... Néoda a la chance à son artiste. Distinction. Mais pour mettre une vraie distinction entre Ricardo de la télé et Ricardo de la vie de tous les jours. Et c'est ce que je fais, en fait, c'est que je compartimente un petit peu. Mon travail, c'est mon travail, ma vie privée, c'est ma vie privée. Et le Ricardo de la vie de tous les jours, comment est-ce qu'il voit le Ricardo de la télé? Il en pense quoi, finalement? Qu'il est excellent. C'est le meilleur. 6 ans après, il est toujours demandé, toujours là, et... Tu t'es lassé de toujours. Tu t'es quand même lassé du rôle du mauvais garçon. Je me suis un peu lassé de... Après, on a évolué, j'ai eu une petite fille, c'est-à-dire qu'au début, passer pour le méchant, aux yeux de tous, pour moi, c'est quelque chose qui m'importait jamais. Ouais. Des articles qui disent Ricardo violent, jamais une seule fois je me suis défendu. Parce que je n'ai jamais trouvé la nécessité ni le besoin de le faire. Aujourd'hui, j'ai une petite fille, je ressentirais le besoin de me défendre. Ouais, d'accord, ok. Parce que ça ne touche plus que moi. Ouais. Ça touche mon enfant aussi. Ouais, oui, c'est clair. Ah, ton père, Donc du coup, c'est des choses qui ont évolué et qui ont changé aussi. Mais voilà. Alors, il est notamment revenu sur Friends Trip en confiant que pas mal de candidats étaient au courant justement de cette stratégie, en confiant qu'ils pouvaient s'embrouiller à l'écran pour bien s'entendre à nouveau une fois que les caméras étaient coupées quelque part. Je vous le cite. Julia Paredes, c'était une bonne partenaire d'embrouille. Elle captait bien le délire. J'aimais bien bosser avec elle. Elle comprenait que si je l'embrouillais, c'était purement professionnel. Elle rentrait dans le jeu sans que j'aie besoin de lui expliquer pourquoi ou comment. Toujours quand les caméras s'éteignent sans rancune. Parce que j'étais un petit con pyromane la journée à allumer des petits feux partout, mais quand ça s'éteint, je redeviens un gars normal. Quand on était tous ensemble le soir, en off, au jacuzzi, petite coupe de champagne, on débranche et on passe à autre chose. Alors il a aussi pu confier que la production l'aurait même demandé de viser certaines personnes en particulier justement pour leur donner un peu plus de visibilité à l'écran. Il est notamment revenu sur un exemple donc dans Les Anges 8 par rapport à la scène où il a embrouillé Coralie et Mélanie pour un bol de lait laissé sur la table. Il aurait eu son brief de la journée où c'était donc noté qu'il devait, d'après ses dires, les mettre en lumière. Alors évidemment, il est revenu sur pas mal d'autres exemples, mais pour des raisons évidentes, je ne vais pas revenir sur tout. Encore une fois, comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur IM pour 2 raisons. La première, c'est que la vidéo sera beaucoup trop longue. Et la deuxième, c'est que quand quelqu'un sort un livre, le but, c'est de l'acheter.
Voilà, donc si je vous dévoile absolument tout le contenu du livre, bah, c'est pas très cool pour la personne concernée. Donc évidemment, si jamais tous les petits détails vous intéressent, je vous invite à acheter son livre. Alors, côté amour, dans son livre, il est revenu sur sa relation avec Fidji, qu'il décrit dans son livre comme une fille très calme, très agréable, qui était très bosseuse et qui avait un peu la même énergie que lui à ce niveau-là, à cette période-là de leur vie. Sauf qu'à cette époque-là, Ricardo a pu expliquer que contrairement à maintenant où les couples, ça explose, que ce soit sur les réseaux, dans les émissions de télé-réalité, etc. C'était pas forcément le cas à cette période-là. Donc, à l'époque où Ricardo tournait très souvent, c'était beaucoup plus avantageux d'être célibataire. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose, il est très honnête dans son livre par rapport à ça. Sa carrière passait avant tout. Donc, histoire d'amour, pas d'histoire d'amour, sa carrière, c'était en première position. Comme Ricardo était très demandé par les productions et Fidji beaucoup moins, lui n'était pas prêt à mettre sa carrière de côté pour leur relation. Il aurait aussi fait un pacte pour les tournages, donc pour les disputes, le fait de se rentrer dedans devant les caméras. Enfin, ça rejoint un peu tout ce que j'ai pu vous relever par rapport au rôle qu'il aurait joué sur les tournages. Donc, avant son entrée dans la Villa des Cœurs Brisés, ils se sont à nouveau séparés comme ils le faisaient habituellement. Je vous le cite. Qui dit Villa des Cœurs Brisés dit Cœurs Brisés. Donc, j'ai dû rompre avec Fidji. On savait plus ou moins que c'était pour l'émission, que c'était important et que le boulot passait avant, mais les signes de notre vraie rupture, celle qui aurait lieu quelque temps plus tard, étaient déjà tous là. Alors, avec Fidji, ils se sont quand même retrouvés sur le tournage de la Villa des Cœurs Brisés. Donc, c'était vers la fin de l'émission pour, je reprends ces mots, un vrai faux mariage aztèque. Mais malheureusement, toutes ces séparations ont fini par réellement briser leur couple quelque part, puisqu'ils ont vraiment commencé à s'éloigner pour de vrai. Et il a pu confier dans son livre que c'était en grosse partie, voire même totalement de sa faute, puisqu'encore une fois, sa carrière passait avant tout. Elle attendait à chaque fois, ou plutôt elle acceptait à chaque fois de le reprendre avant qu'il ne reparte encore une fois pour un prochain tournage. Je vous le cite. C'était sale, j'étais un con. Pourtant, cette nana a été super importante dans cette phase de ma vie. Je le vois maintenant que j'ai grandi. Je vois aussi que je lui ai pas rendu ce qu'elle m'a offert. Ça t'a fait quelque chose de la voir maman, devenir maman sur les réseaux? Je t'avoue que j'ai pas été regardé et tout ça, mais je suis très content pour elle. Je pense que ça sera une bonne maman et j'aime bien son couple avec Anas. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Et puis elle a bien réussi. C'est-à-dire? Elle a réussi à s'en sortir et je trouve ça bien parce que c'est des gens avec qui j'ai démarré en télé. Au-delà que ça soit mon ex, c'est quand même des gens avec qui j'ai démarré en télé, tu vois. Enfin, Fidji, tu parles. Fidji, ouais, Fidji. Après, il y en a d'autres aussi avec qui j'ai démarré où je suis content pour eux qu'ils aient réussi à rebondir et à s'en sortir. Donc, suite à la Villa des Cœurs Brisés, Ricardo a enchaîné avec Friends Trip 2. Et ensuite, il a enchaîné avec le tournage des Anges. Et il a pu confier dans son livre qu'ils savaient tous les deux, donc Ricardo et Fidji, que le tournage des Anges de la télé-réalité allait finir par les séparer pour de bon. Donc, revenons maintenant sur les Anges de la télé-réalité. Alors, Ricardo a pu confier dans son livre que côté carrière, à cette période-là, c'était vraiment l'émission à faire. Enfin, c'était son but ultime, quelque part. Puisqu'à cette période-là, faire les Anges de la télé-réalité, c'était vraiment un moyen de devenir une star de la télé-réalité. Je vous le cite. « Je suis partie en laissant tout le reste derrière moi. Les boulots que je devais faire entre les tournages, je ne pensais plus à ma famille, plus à Fidji, je pensais qu'à moi et à mon rêve. Vraiment, je me sentais libre et détachée de tout. J'étais libre, mais j'avais quand même un plan. Toujours le même, d'émission en émission. Évidemment, je pensais quand même à faire de l'audience. Évidemment, je voulais que l'on me remarque et transformer cette aventure en une carrière énormissime. Je serais le Rika que les téléspectateurs ont appris à aimer ou à détester, le stratège, le méchant, le choker. Dans tous les cas, je voulais qu'ils me reconnaissent. » Évidemment, encore une fois, en revenant sur l'aventure des Anges, Ricardo est revenu sur pas mal de choses. Moi, dans cette vidéo, je vais revenir sur sa rencontre du coup avec son ex-compagne Nehuda, mais également sur ses confidences par rapport à Aurélie Preston. Parce que je pense qu'on est tous au courant des accusations à l'encontre de Ricardo, de ce qu'il aurait fait subir à Aurélie Preston, qui aurait donc été harcelée sur l'émission des Anges de la télé-réalité.
Sauf que Ricardo a une toute autre version de toute cette histoire. Donc c'est lors du tournage des Anges de la télé-réalité que Ricardo avait fait la rencontre de son ex-compagne Nehuda. Dans son livre, il a pu confier qu'elle était encore en couple de son côté et qu'il y avait aussi pas mal de jalousie par rapport à Fidji à cette période-là. Donc c'est vrai que tout ça a fait en sorte que c'était assez explosif entre les deux, et ça dès le départ. Il a pu confier que ce soit d'un côté comme de l'autre, il y avait toujours un élément ou plutôt une personne qui provoquait de la jalousie chez l'autre. Ricardo a pu confier que la différence entre eux deux, c'était que Ricardo arrivait assez facilement à séparer le taf de la vie réelle, que Nehuda aurait eu beaucoup plus de mal avec tout ça. En fait, ça aurait fini par la rendre dingue. D'après les confidences de Ricardo, Nehuda se prenait pas mal la tête avec pas mal de personnes, que ce soit en in mais aussi en off. Que quelqu'un la cherchait, elle aurait eu tendance à facilement monter en pression. Je vous le cite. Tous avaient gagné l'habitude de temporiser, de calmer le jeu, de séparer le travail de l'affect. Elle, c'était une tempête d'émotions H24 qu'elle ne pouvait calmer que dans l'explosion. Et forcément, ça a eu des grosses conséquences sur notre couple. Ricardo a également pu confier qu'il y aurait eu tellement de tensions et tellement d'embrouilles que l'émission aurait fini par prendre la décision d'écrire une fin pour Nehuda, donc dans l'émission des Anges. La production aurait alors proposé à Nehuda de faire tout un épisode consacré à elle et à son projet pro, qui était donc la musique. Et ça d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut le dire, cette fille, elle a vraiment un sacré talent. Moi je trouve qu'elle a une très très jolie voix, qu'elle chante vraiment vraiment bien, ça on peut pas lui enlever. Le plan, c'était un épisode entièrement tourné autour d'elle et de sa carrière. Elle partirait à Miami pour enregistrer un single et potentiellement pour signer avec un major. J'avais trouvé ça très fort de la part de l'émission. Ils avaient réussi à trouver le compromis parfait qui a arrangé tout le monde. Les autres candidats qui n'avaient plus à supporter les caprices ou les sauts d'humeur de Nehuda, Nehuda qui n'avait plus à subir le harcèlement et les tensions du reste de la villa, et évidemment eux-mêmes pour ne plus avoir à gérer ce merdier pas possible. Et c'est vrai que Ricardo était pas mal tiraillé à ce moment-là, donc il ne savait pas s'il devait rester sur le tournage ou non. En plus, la production, etc., aurait pas mal insisté auprès de lui pour qu'il reste. Sauf que Nehuda, de son côté, aurait absolument voulu qu'il reparte avec elle. Et comme vous le savez, à cette période-là, sa carrière passait vraiment, vraiment avant tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne sait pas réellement s'il a bien fait de faire ce choix-là à cette période-là. Mais il était amoureux et il a préféré suivre Nehuda. Bien évidemment, revenir sur leur relation avec beaucoup plus de détails dans un instant, un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais je voulais d'abord clôturer le sujet des Anges en revenant sur ses confidences par rapport à Aurélie Preston. Je vous le cite. Un peu la même morale que je retire de toute l'histoire avec Aurélie Preston par exemple. Je sais que c'est ça, entre autres, qui m'a foutu une réputation de merde sur le dos. Comme quoi j'étais violent, un connard, que j'étais un harceleur ou je ne sais quoi. Je suis encore choquée aujourd'hui en 2024 de la voir se faire passer pour une porte-parole contre le harcèlement alors que ce n'est qu'une illusion. La voir se faire passer pour un pasteur sur TikTok alors qu'elle n'accepte pas le corps que Dieu lui a donné, ou encore qu'elle est poursuivie en justice pour des affaires de consommation et revente de produits stupéfiants, une junkie très maligne. Tout ça, c'est certainement pour adoucir la justice avant son procès. Me le dire ? Est-ce que tu sais que bientôt elle a une audience pour trafic et revente de stupéfiants? T'as pas dit? L'idée, elle n'est pas venue du Saint-Esprit. Elle m'a parlé de sa garde à vue, bien sûr, et je sais qu'elle est mise en examen. C'est pas venu du Saint-Esprit de se donner une image de bien croyante, etc., juste pour adoucir les Mais juges. en lien avec des accusations de séquestration sur un ex-dentiste. Tu sais, c'est incroyable. T'écoutes Aurélie Preston, t'as pas l'impression qu'elle est toujours victime? Non, j'écoute les articles. T'écoutes les articles ou t'écoutes Aurélie Preston, elle est toujours victime. Est-ce que ça existe quelqu'un qui n'est jamais coupable de rien? Est-ce que toi, tu connais quelqu'un qui n'est jamais coupable de rien? On est toujours, à un moment donné, de notre vie. À un moment donné, il faut savoir assumer sa part de responsabilité, non? Tu n'es pas d'accord? Alors, dans son livre, Ricardo a pu confier qu'il ne regrette absolument pas le comportement qu'il a pu avoir envers Aurélie, puisque pour lui, il a été suffisamment malin pour montrer le vice d'Aurélie face aux caméras.
Donc pour lui, c'est clair qu'il avait le rôle qu'il nomme donc encore une fois le Joker comme sur les autres tournages et qu'elle aurait incarné le rôle, donc je reprends ces mots, de la petite crevette en détresse qui hurle « Je suis une victime » dès que l'attention était plus sur elle. Donc d'après Riccardo Dimitri, Aurélie avait un talent particulier pour créer des tensions en coulisses et c'est quelque chose qui l'aurait mis dans une colère noire au point où il aurait pu perdre son calme et lui régler son compte en gros. Quand la production est intervenue pour les séparer lors de leur altercation, que bras droit de la production, ce sont ses propres mots, il aurait demandé à la prod qu'il soit renvoyé pour que ça dégringole pas justement et qu'il n'en vienne pas aux mains. Il peut confier qu'il ne supporte pas le jeu déloyal et la triche et que d'après lui, Dimitri et Aurélie savaient exactement comment s'aimer le trouble et leur manigance retombait souvent sur lui. Pour lui, c'était les rois des rumeurs et ils auraient fait circuler des histoires donc sur Riccardo ainsi que sur Nehuda et d'autres. Ça peut expliquer que le lendemain, une fois que les caméras étaient allumées, il se retrouvait sous le feu des critiques, accusé d'avoir dit ou fait des choses qu'il n'avait pas fait. Comme lui préférait les confronter directement, d'après lui, c'est justement tout ça qui l'aurait fait passer pour un fou, en fait, aux yeux des téléspectateurs. Je vous le cite. « Je suis comme toi. Si on me fait rire, je rigole. Si on me rend triste, je pleure. Si on me cherche la merde, je m'énerve. » C'était un mode de fonctionnement tellement différent du mien. Je me faisais avoir comme un bleu. Pour moi, c'était trop important d'être droit et professionnel, de séparer le in du off. Alors, c'est dans son livre, il me semble aussi dans l'interview qu'il a pu accorder chez Samdira, qu'il est revenu sur cette fameuse scène du matelas. Je vous le cite. L'histoire du matelas, par exemple, ça a fait le tour des plateaux. Tout le monde a trouvé ça abusé, alors qu'en vrai, rien du tout. La vérité, c'est que pendant que je faisais une bataille d'eau avec son matelas, bon, j'avoue, c'est pas cool, elle n'était pas là. Elle faisait du jet ski à Honolulu. Elle n'a absolument pas assisté à la scène, encore moins été une de ses victimes. Et bon, ça, personne ne l'a dit, mais je suis carrément allée lui racheter un autre matelas en son absence. Je ne sais plus si c'était la prod qui m'avait dit « tu abuses » ou si c'était ma propre initiative. Puis, on est parti lui acheter un nouveau matelas avec de beaux draps roses. En tout cas, quand elle est revenue, c'était comme si de rien n'était dans sa chambre. Mais elle a fait la victime devant le matelas que j'avais jeté dans le jardin. Ça, évidemment, personne n'en a parlé. Alors, il a également pu confier dans son livre que quand les caméras étaient coupées, quand ils étaient en off, ça les arrivait en fait de bien s'entendre, d'après ses confidences à lui, et qu'il lui en voulait pas vraiment par rapport à ça. Au fond, parce que pour lui, elle était et elle restait dans son rôle de victime. Et qu'en gros, au vu que lui incarnait son rôle aussi, qu'il comprenait que c'était le business, en gros. Il a également pu confier qu'ils étaient bons copains à Tokyo. Il a également rajouté qu'ils se seraient même vus à l'extérieur, à Paris, avec l'ex-conjoint d'Aurélie, en tant que pote, quoi. Je suis pas en train de me défiler, je suis pas en train de me truquer. Si je te dis Aurélie Preston n'a pas vécu ce qu'elle prétend avoir vécu, c'est la vérité. Quand je jette son matelas, elle n'est pas dans la maison. Elle est en dating avec Andréane en train de faire son coming out. C'est en rentrant le soir qu'elle voit tout ça, qu'elle fait son cinéma. Mais elle n'a pas dormi dans un lit mouillé. Elle a dormi dans un lit sec, propre. C'est même moi qui ai été lui acheter avec d'Honolulu. Donc, il ne faut pas non plus abuser dans certaines choses. Je ne suis pas là pour me dédouaner, je ne suis pas là pour faire le mec qui... non, je fais mon mea culpa. Non, non, je dis la vérité. J'ai merdé quand j'ai merdé. Quand j'ai pas merdé, j'ai pas merdé. Beaucoup qui reviennent sur le cas Aurélie Preston. Alors vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué? No commentaire. Non, mais si, je peux même te dire qu'Aurélie Preston a essayé de faire un procès à Énergie 12, la grosse équipe, qu'elle s'est bourgée perdante et que du coup, si tu veux faire de plus. Ok. Quand tu racontes de la merde, il y a les vraies caméras avec les vrais rushs, et donc ce que tu dis est faux. Riccardo aurait pissé dans un truc. On va où? J'ai jamais été viré d'une seule télé, je suis toujours là aujourd'hui. Alors évidemment qu'il y a eu pas mal de répercussions dans la vie réelle suite au tournage des Anges. Il a pu confier qu'il a même eu un showcase qui a été annulé suite aux rumeurs, etc. Mais il arrivait quand même à continuer à faire rentrer de l'argent à travers de bookings, de placements de produits, etc. Parce que c'était quand même un candidat qui était emblématique et que malgré ce retour de bâton, entre guillemets, il avait quand même 4 à 5 bookings par semaine, plus
des placements de produits, etc. Donc il arrivait quand même à se débrouiller malgré les répercussions de tout ça. Mais par contre, en contrepartie, il a pu confier que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Nehuda. Donc une fois qu'ils sont rentrés à Paris, il a confié que c'était clairement l'enfer pour elle. Elle se faisait insulter de tous les côtés de « t'es qui toi, Nehuda ?» C'est quelque chose qui dure quand même sur le temps parce qu'il est revenu sur une embrouille qui s'est passée en 2024 entre Nehuda et un groupe de jeunes à Marseille qui se seraient ouvertement foutus de sa gueule. Voilà, je vous le cite. Se foutre de la gueule de Nehuda, ça marchait très bien. Elle est passée pour la connaisse de service quand Fidji a fait sa vraie annonce sur sa fausse grossesse, genre celle qui brise les couples et les familles. Il y a eu un vrai harcèlement psychologique de la part de Jérém Star, qui a d'ailleurs été condamné pour ça quelques mois plus tard, et il a dû lui verser des sous. D'ailleurs, c'est à son procès que j'ai réalisé l'argent monstrueux que gagnait ce mec avec son site internet. Je te laisse deviner, mais pour t'aider, je peux te dire qu'il payait plus de 350 000 € d'impôts. Encore aujourd'hui, il y a eu des séquelles des enjuites dans la vie de Nehuda. Elle ne peut quasiment plus sortir en public toute seule. Ça fait 7 ans. Genre, j'ai envoyé un message, j'ai dit putain, c'est trop bien, je suis à l'INEA. Ricardo, il m'a dit bravo, je suis fière de toi et tout, c'est bien et tout. Parce que je suis allée à l'INEA toute seule, au bout de 7 ans. Tout ça, c'est des angoisses de ouf que ça m'a déclenché, mais j'ai jamais parlé parce que je me disais, j'ai pas envie que les gens y croient, que du coup, je me justifie et tout, je veux pas, je suis digne, je me justifie pas. Mais putain, j'en ai pris dans la gueule. N'allez pas essayer de me mettre des histoires sur mon dos, etc. Alors que moi, les gens, ils en ont jamais eu rien à faire de ce que j'ai vécu. C'est hypocrite, tout ce qu'ils disaient contre moi. Enfin, il y a eu tout un tas de mensonges aussi autour de moi. Il y a eu tout un tas de mensonges. J'ai eu une grosse altercation avec Ricardo, qui avait été très violente. Il y avait eu la police qui était intervenue. Jérém Star, il l'a sorti sur les réseaux. Et après, on vient me dire à moi, tu veux du buzz. Moi, j'ai rien sorti du tout. Moi, j'ai vécu quelque chose de très dur, un épisode très difficile. Il est allé sortir ma plainte sur les réseaux sociaux. Je trouve ça mais ignoble de faire ça. De sortir le jour de mon accouchement, je trouve ça ignoble. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Aujourd'hui, il s'est repenti? Non, pas du tout. Mais je le crains. Jérém Star, c'est une personne que je crains. Je le crains au plus profond de moi. Et je le répète souvent, les personnes qui me suivent, elles sauront très bien ce que je vais dire. Les actes qu'on a commis par le passé ne résument pas forcément qui nous sommes aujourd'hui. Même toi, ce que tu as pu faire, ce que j'ai pu faire, etc. C'est pas cette somme-là qui fait que ma valeur ou pas de celui que je suis aujourd'hui, parce qu'on peut changer, on peut évoluer, on peut s'être trompé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pardonnes tout ce que tu as pu reprocher? Ne pas pardonner, ça veut dire que j'y accorde une grande importance. Donc il n'y a pas de je pardonne ou je pardonne pas. Mais c'est une personne que jamais de ma vie, je serais convaincue qu'il y a du bien en lui ou qu'il fait les choses par honnêteté. Pas du tout. Et après, j'ai envie de te dire, et en plus ça, il ne s'est pas excusé, mais en vrai, même s'il s'excuserait, pour moi, cette personne, je te dis, je la crains. Je la crains, tu sais, comme quand tu crains quelque chose, tu sais, genre ouf. Il me semble, alors si je me trompe pas, je le fais vraiment de mémoire, mais il me semble qu'il avait fait une vidéo sur les réseaux sociaux en s'excusant pour tout le... Moi, pas non, du de tout. façon générale, Ok. pour le mal qu'il avait pu faire quand il avait son blog de télé-réalité. Ouais, c'est pas comme ça qu'on... Je pense pas qu'il a été condamné par beaucoup de personnes. Et je pense pas qu'il a fait à beaucoup ce qu'il m'a fait à moi. Parce que là, je te parle de choses, mais il y a eu des... les juges, quand j'étais au tribunal, ils étaient comme ça. Ouf. Donc c'est vrai que même s'ils étaient fous amoureux, c'est vrai que leur retour à Paris était assez compliqué. Donc lui, de son côté, a pu confier que même s'il était habitué aux critiques, etc., bon, pas à ce niveau-là, parce que c'était quand même assez violent. Pour Nehuda, c'était pas trop le cas. Pour Nehuda, ça aurait vraiment été compliqué de supporter ce harcèlement, toutes les insultes qu'elle se prenait en dessous de ses vidéos, de ses photos, etc. Ricardo ne lisait jamais tout ça, mais d'après ses dires, Nehuda, oui. Et puis, il y aurait aussi eu pas mal de jalousie envers Fidji. Nehuda aurait eu peur que Ricardo aime Fidji plus qu'il ne l'aime elle. Elle lui en aurait aussi beaucoup voulu par rapport au fait qu'il ne prenait pas sa défense sur les réseaux sociaux. Et en fait, si vous voulez, elle aurait été très anxieuse en règle générale par rapport à tous ces éléments-là qui faisaient en sorte que ça rendait la chose hyper compliquée à gérer psychologiquement parlant. Elle aurait aussi eu du mal en tant qu'artiste, de voir que Ricardo était hyper demandé en showcase alors que pour elle, ça aurait été plus compliqué d'après les confidences de Ricardo, alors qu'elle est artiste et aurait pu monter sur scène pour chanter. Et donc tout ça lui pesait trop sur le moral et ils ont décidé de prendre la route vers le sud pour s'y installer. Et même si Ricardo, lui, ça l'éloignait forcément de ses proches, etc., à cette période-là, il n'y avait pas vraiment le choix. Mais voilà, les choses se sont pas forcément arrangées en partant. Alors, côté pro, il recevait encore pas mal d'offres
par rapport à d'autres émissions, etc. Mais il y avait de plus en plus de tensions entre eux. Il avait reçu une proposition pour participer aux retrouvailles des anges, mais comme il y avait pas mal de tensions justement dans leur couple, Neouda aurait préféré vouloir se rétracter au dernier moment. Et lui, il aurait suivi dans son choix. Et il avait reçu une autre proposition de la chaîne de W9, mais là encore, il aurait refusé parce qu'il était censé partir seul et qu'il a préféré à ce moment-là rester auprès de Neouda, surtout qu'ils étaient sur le point d'attendre un enfant. Je vous le cite. Notre retour, donc, c'était très intense entre nous. Beaucoup de disputes, d'anxiété et de frustration, parfois des deux côtés, parfois surtout du sien. Elle est tombée enceinte une première fois au bout de seulement quelques semaines. Ce n'était pas la première fois qu'entre nous ça marchait bien de ce côté-là. Sur le tournage des Anges, la production avait déjà dû aller chercher des pilules de lendemain pour Neouda. C'est juste un détail, mais Neouda est très fortement anti-contraception. Je t'en parle maintenant pour que tu comprennes plus tard à l'arrivée du deuxième enfant. D'après les confidences de Ricardo, Neouda serait tombée enceinte une première fois. Elle a fini par puisque ça faisait à peine 3 mois qu'ils étaient ensemble, sauf qu'elle est tombée enceinte à nouveau quelques mois plus tard, et à ce moment-là, ils ont décidé de garder l'enfant. Alors, du coup, il a refusé les Marseillais, donc c'était aussi une proposition qu'il avait reçue à cette même période-là. Et dans son livre, il a pu confier que, premièrement, il a refusé ce tournage puisqu'il voulait être présent pour son enfant, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi un autre élément, il a pu expliquer qu'il ne faisait pas réellement confiance à Neouda, puisque apparemment, d'après ses dires, elle parlait encore avec son ex à cette période-là. Et pour Ricardo, c'était encore bizarre entre eux. Donc, il ne lui faisait pas réellement confiance, mais il ne se faisait pas confiance à lui-même non plus. Donc, Ricardo et Neouda ont pris la décision de partir à Miami pour essayer de faire en sorte qu'elle puisse évoluer, musicalement parlant, mais malheureusement, ça n'aurait pas pris. Du coup, ça aurait fait en sorte que les choses se compliquent encore plus au niveau de leur couple. Il y avait de plus en plus de tensions, de jalousie. Ricardo a pu confier que Neouda devenait de plus en plus jalouse. Elle aurait souvent accusé d'avoir fauté alors que ce n'était pas le cas. En tout cas, pas à ce moment-là. Je vous le cite. Mais bizarrement, ce climat de méfiance permanente, ça m'a chauffé. Et donc j'ai fauté. Te faire engueuler sans cesse de tromperie quand tu ne fais rien, à un moment donné, tu te dis autant que je la trompe, au moins je ne prendrai pas ça dans la gueule pour rien. Et je me bouffais sa jalousie et ses crises H24, alors que je ne voyais personne d'autre. Le con. Je commençais à chaque fois que c'était un peu trop la merde entre nous à aller voir d'autres filles. Je n'allais pas les voir physiquement et tromper mon ex. Juste, je les tchatchais sur Snap. Parfois, on s'envoyait des nudes. C'était clairement minable et je m'en suis excusée pendant des plombes, des années carrément. Alors, évidemment que l'ambiance, c'était pas top entre eux et surtout pas à cette période-là. Donc, Ricardo a décidé de partir, de rentrer en France, la laissant seule à Miami alors qu'elle était enceinte. Lui, de son côté, il commençait à être de plus en plus anxieux par rapport à l'arrivée de leur enfant, au vu de leur relation qui était très toxique à cette période-là, mais il avait quand même encore espoir que la naissance de leur enfant puisse quelque part sauver leur couple. Bon, Ricardo a pu confier que c'était une période qui était très compliquée pour lui. Il était très anxieux, il allait pas bien. Voilà, psychologiquement parlant, ça allait pas. Il a aussi commencé à se réfugier dans la nourriture. Il mangeait ses émotions quelque part, mais c'était la seule chose qui l'apaisait à cette période-là. Et c'est donc très peu de temps après la naissance de leur petite princesse Laïa, je trouve ce prénom magnifique d'ailleurs, que Ricardo avait reçu une proposition pour Moundir et les apprentis aventuriers. Et pour lui, il n'allait pas refuser cette proposition. Voilà. Il avait déjà refusé pas mal d'autres propositions et pour lui, il voulait relancer sa carrière. Puis pas que ça, il voulait aussi prendre un peu de distance, étant donné que c'était très tendu entre eux. Il voulait profiter, entre guillemets, de cette opportunité pour pouvoir respirer et s'éloigner un peu de tout ce chaos. Mais par contre, Neouda, de son côté, lui aurait fait la misère pour qu'il ne parte pas. Je vous le cite. Me menaçait sans cesse de me faire passer pour un mec violent avec elle ou encore un père qui abandonne son enfant. Me mettre la misère sur les réseaux, de créer des scandales, de partir avec la petite, mais je tenais bon. Parce qu'il y avait un dernier ingrédient qui foutait bien la merde. L'aventure sur Moundir et les apprentis aventuriers,
C'est un peu comme Friends Trip, à l'époque, ça se fait en équipe. Toute l'aventure, tu as un partenaire dont tu dépends pour gagner et sur qui tu es obligé de compter en toute situation. Et ma partenaire n'était pas n'importe qui, c'était Fidji. Mon ex, la même, qui faisait planer le doute dans mon couple avec Nehuda, celle qui avait même joué de notre relation en faisant croire à toute la France qu'elle était enceinte de moi. Non, que ça aurait rendu folle Nehuda. Alors pour le coup, sur ce point-là, je suis pas du tout pour priver son conjoint à faire quoi que ce soit. Je trouve que c'est très 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 important que chaque personne puisse vivre sa vie. Voilà, on n'appartient pas à l'autre. Mais par contre, dans ce cas de figure-là, elle venait à peine de donner naissance à leur petite princesse. En plus de ça, il allait se retrouver sur le tournage avec son ex-compagne, donc Fidji. C'est chaud quand même. Enfin, moi, personnellement, c'est quelque chose... Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui m'aurait fait péter les plombs aussi. Après, je me doute aussi que de son côté, voilà, il avait ce besoin de respirer, de s'éloigner, etc., etc. Ça, je le comprends entièrement au vu de la situation qu'il décrit dans son livre. Mais c'est chaud quand même, Enfin, c'est chaud quand même. C'est... Pour le coup, sur ce point-là, je comprends Nehuda quand même. Enfin, j'aurais pas été très très heureuse non plus si j'étais à sa place, quoi. Donc au final, Ricardo est effectivement parti après la naissance de sa fille en Thaïlande et c'était un tournage qui a duré 4 semaines. Je vous le cite. Bien sûr, je n'oubliais jamais Nehuda dans le sud avec notre fille qui faisait ses tout premiers jours et ses premières nuits dans notre monde, mais ça me donnait de la force. Je crois que le cocktail des deux m'a donné la force nécessaire pour aller chercher la victoire. Parce que oui, on a fini par gagner cette saison 2 des apprentis aventuriers avec Fidji. Cette victoire, je peux te jurer que je l'ai entièrement dévouée à ma fille et à tout l'amour que je lui porte. J'ai une année très intense, j'ai une année très difficile, comme beaucoup de gens, je pense. Et se relancer après ça, c'est parfois difficile, mais c'est bénéfique et je suis très content. Malheureusement, les choses se sont encore plus compliquées pour lui, enfin pour eux, lors de son retour de tournage. Et dans son livre, il décrit même ces années-là, donc à partir de ce moment-là, comme les moments les plus sombres de sa vie. À son retour, au début, les choses se passaient plus ou moins bien, d'après ses confidences. Nehuda, côté carrière, ça avançait un peu. Son producteur lui avait arrangé plusieurs dates de showcase. Lui, de son côté, avait déjà reçu une nouvelle proposition pour un nouveau tournage. Et il avait même réussi à faire en sorte qu'il signe à 2 pour une prochaine aventure. Sauf que les tensions ont très rapidement repris. Ricardo avait un doute toujours par rapport à l'ex de Nehuda. Il avait l'impression et le pressentiment qu'ils se sont revus quand lui, il était en tournage. Et il se montait en fait la tête avec cette histoire-là. Donc ils étaient à Paris et ils ont repris la route pour retourner dans le sud. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, sur la route, voilà, les tensions étaient vraiment au max du max. Nehuda, de son côté, lui aurait reproché de l'avoir abandonné pour le tournage de Moundir. Elle aurait aussi accusé de tromperie. C'est là qu'ils ont commencé à se prendre la tête dans la voiture. En fait, si vous voulez, à un certain moment, ils se sont arrêtés pour faire le plein. Et comme je vous ai expliqué il y a un instant, lui, il était sûr qu'elle reparlait à son ex et donc il voulait fouiller son téléphone pour vérifier s'il avait raison ou non. Il a pris son téléphone, leur petite princesse était placée sur le siège à côté du siège du conducteur et Nehuda était à l'arrière de la voiture à ce moment-là. Je vous le cite. J'ai commencé à faire le tour de la voiture, c'est horrible, je m'en souviens comme si c'était il y a 2 minutes, et à fouiller dans son téléphone. Je cherchais une preuve, quelque chose qu'enfin je pourrais utiliser contre elle et arrêter cette guerre permanente. Évidemment, elle m'a cramé et elle s'est énervée. « Rends-moi mon portable !» Elle me gueulait dessus. Ça me rendait dingue. Alors, par impulsion, comme on casse une assiette, je lui ai lancé son téléphone par la fenêtre de la voiture. Ce que je n'avais pas vu, comme un énorme con, c'est qu'elle avait récupéré l'Aïa de la place de devant pour la mettre à côté d'elle. Elle voulait la changer et moi, je suis restée au moment où l'Aïa était à l'avant de la voiture. Je n'avais pas vu qu'entre moi et mon ex, il y avait la chose la plus précieuse au monde à mes yeux. Et je venais de lui lancer un téléphone dessus. D'un coup, le temps s'est arrêté. Et je crois qu'il n'a plus jamais repris son rythme normal. Je venais de blesser ma fille au visage. On a directement appelé les urgences. Trop long, on fonce à l'hôpital. C'est là que tout se brouille, les cris de Nehuda sur le chemin, moi qui accélère encore pour arriver le plus vite possible, mes pensées en bordel, la peur d'avoir commis le pire, la peur de vérifier dans le rétro le sang sur la joue. Juste à l'écrire, je me déteste et j'ai envie de vomir.
dans la voiture, tu lances ton téléphone dans un acte de violence sans vouloir viser ta fille, et c'est ta fille, Layana, c'est ça qui le prend sur son Laïa. visage. Laïa, pardon. Ouais, c'est ça. Et moi, je lance le téléphone dans la voiture. Au même moment, elle est en train de bouger. Bon. Même si c'est un accident, t'es responsable. C'est ton geste. Et ça, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à me pardonner, vraiment. J'ai mis beaucoup d'années à me pardonner sur ça. Parce qu'il y a eu des conséquences. Parce qu'il y a eu des conséquences, mais en soi, les conséquences... Si tu veux, carrément, les conséquences, je les voulais. Je voulais encore pire, même. Tellement j'étais pas bien et que je me sentais coupable et que je me sentais mal, je voulais encore même pire, tu vois, pour moi. Donc, les conséquences, je les calcule même pas. Le geste était terrible. Mais quelles ont été les Et la conséquences? scène Le fait était qu'elle ait terrible. été placée dans une famille? Non, elle n'a pas été placée dans une famille. Provisoirement? Pas du tout, elle est juste restée à l'hôpital. Alors, une fois arrivé à l'hôpital, l'hôpital a tout de suite appelé la police, puisqu'ils ont été soupçonnés de violence volontaire sur leur fille. Et une fois que la police est arrivée, ils ont tous les deux été placés en garde à vue. Je vous le cite. 2 jours complets à ressasser les souvenirs de l'accident, à entendre Néouda m'insulter de tous les noms possibles et imaginables. Je le méritais complètement. Je méritais le pire. Je méritais pire que la mort parce que j'avais fait du mal à ma fille. Je me suis redit longtemps que ce n'était pas plus mal, ces 2 jours à l'ombre, le temps qu'il statue sur notre responsabilité, parce que si j'avais été libre, je pense que j'aurais été capable du pire. Alors, une fois sortis de garde à vue, ils n'ont pas pu récupérer leur fille tout de suite parce que la petite a dû être hospitalisée pendant plus d'1 semaine. À l'hôpital, par contre, elle est ressortie de l'hôpital sans séquelles, en dehors d'un gros bleu. Heureusement. Pas de retour dans le sud, Ricardo était attendu pour une autre garde à vue. Ils lui ont également fait passer plusieurs examens psychologiques, mais aussi antidrogue, vérifier s'il avait un casier pour être sûr que c'était réellement un accident avant qu'il puisse reprendre la garde de sa fille. Il n'y avait rien à lui reprocher sur ces plans-là, les choses se sont arrangées, mais par contre, il s'en veut énormément, il n'arrive pas à se pardonner. Il s'en veut toujours aujourd'hui. Il le souligne et le ressouligne dans son livre qu'il s'en fout, qu'il s'en voudra toujours par rapport à ce geste qu'il a eu, tout simplement. Dès que je suis arrivé à l'hôpital, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai lancé un téléphone sur ma fille. Et t'as été entendu par la police? J'ai été entendu par la police, j'ai été placé direct en garde à vue. Combien de temps? 48 heures. Ensuite, 2 ou 3 jours après, 48 heures. Parce que du coup, ça a changé de procureur, de ci, de ça. Le gars, il est connu, il a une réputation de violent. Télé-réalité, on va en faire un exemple. Donc, c'était très dur. T'as été jugé comment? Par le procureur de la République et par le J'ai président? été jugé innocent, je peux pas te dire innocent, mais comme quoi c'est un accident. Il y a 18 expertises qui le démontrent en plus, tu vois, donc c'est pas un truc à la légère, ou c'est pas parce que j'ai pris un bon avocat, d'ailleurs j'avais même pas d'avocat. Sur ça je m'en fous, d'ailleurs j'ai pu refaire de la télé, etc. Donc si tu veux, sur ce truc-là je suis vraiment carré, mais c'est vraiment le geste en lui-même et la scène et cet événement qui m'a marqué, qui m'a traumatisé. Il était simple, il était comme si je jette un bout de papier à la poubelle. Hein. Quand je t'ai regardé tout à l'heure, quand t'es arrivé, je t'ai dit en rigolant, ah, t'as tué quelqu'un? Ouais. On peut croire ça, mais non. Donc en fait, c'est pour te rappeler de ce téléphone. C'est pour me rappeler c'est pour me rappeler de cet accident et c'est pour... Je l'ai fait immédiatement après d'ailleurs. Il y a beaucoup de regrets. T'as beaucoup de regrets, d'où le mot regret. Tu regrettes énormément, tu te dis... ça s'est joué en plus sur quelques secondes, quoi. C'est dingue. Et en plus, j'étais au summum de ma carrière. Je venais juste de gagner Les Apprentis Aventuriers saison 2. Je repartais en tournage 1 semaine après. Il y a tout qui s'est écroulé. Alors, la suite de cet accident, c'était très compliqué pour Ricardo psychologiquement parlant. Il a vraiment pris un coup psychologiquement parlant suite à ça. C'est vous qui avez fait que Ricardo, pendant 1 an et demi, il a été en dépression, à ne plus oser parler, ne plus oser donner son avis. Il n'arrivait même pas à gronder sa fille parce qu'il avait perdu confiance en lui, parce que tout le monde le faisait passer pour un violent, pour un ci, pour un ça. Du coup, il était, mais vraiment quoi. Il a pu confier qu'il se détestait et que Néouda aurait été au courant de ça et qu'elle en aurait profité. Elle aurait, d'après ses dires, commencé à voir d'autres mecs sans lui cacher la chose. Lui, il l'aurait quelque part accepté comme une punition par rapport à ce qui s'était passé. Et à partir de ce moment-là, Ricardo était uniquement focus sur sa fille. Il l'emmenait à la crèche, il allait la rechercher, il lui préparait à manger,
il la changeait. Enfin, son quotidien tournait autour de sa petite princesse, tout simplement. Sans oublier aussi qu'il s'occupait de la maison, des courses, etc., etc. Je vous le cite. Devenez une femme au foyer. J'apprenais à devenir un père modèle, parfait, irréprochable. Je ne cherchais même plus de travail. Je tapais dans toutes mes économies. La priorité, c'était la petite. Alors, à cette période-là, tout allait de mieux en mieux, donc d'après les confidences de Ricardo, pour Néouda côté carrière. Donc, elle recommençait à gagner de l'argent avec ses musiques. Elle avait aussi pas mal de placements de produits. Alors que pour lui, en contrepartie, tout était en stand-by. Ricardo a pu confier qu'à cette période-là, il était un peu comme son assistant, à l'aider comme il le pouvait, donc l'accompagner à ses enregistrements. Il a aussi aidé avec ses compétences qu'il avait en Photoshop, mais le harcèlement de rue, dès qu'il sortait, enfin, c'était surtout Néouda qui aurait été victime de ce type d'harcèlement, ils ont décidé de repartir à Miami pour retrouver un peu plus de tranquillité. Sauf que, d'après ses confidences, Néouda aurait retrouvé ses mauvais travers, je reprends ces mots, hein. Donc voilà, elle aurait été trop casanière, trop flemmarde, et elle aurait aussi, d'après ses dires, eu ce truc d'abandonner beaucoup trop facilement dès qu'il y avait un coup de stress. Il a également pu confier qu'elle aurait jamais été reconnaissante envers lui pour ce qu'il a pu faire pour elle, etc. Et qu'il pense que pour elle, il lui devait ça, suite à ce qu'il s'était passé avec leur fille Laïa. Ricardo, lui, de son côté, s'était relancé dans un nouveau business là-bas, donc dans la rénovation de bâtiments. Il se levait, s'occupait de la petite, et une fois qu'il l'avait déposée, il partait au travail pour ensuite aller la récupérer de nouveau. Mais les choses ne se sont pas arrangées entre eux pour autant. Il est revenu sur plusieurs choses que Néouda lui aurait fait, comme essayer de contacter l'une de ses collaboratrices en lui envoyant un message avec son iPad à lui, du style « Je suis un criminel en France, il ne faut surtout pas que ma patronne l'apprenne, je suis recherchée ». Et elle aurait aussi, d'après ses dires, menacé très régulièrement. Je vous le cite. Un détail que je n'ai pas trop abordé jusqu'ici dans ma relation à mon ex, mais c'était les menaces constantes du style « Je vais dire sur Snapchat que tu es un mauvais père si tu ne payes pas avec moi l'anniversaire que je veux pour Laïa. Je vais dire que tu me frappes ou que tu me violes. » Des choses incroyables. Le pire, c'est que j'ai tout pris au sérieux car je la connais capable de ça. Et comme son image a été entachée par pas mal d'éléments, elle aurait, d'après ses dires, profité de tout ça pour lui faire peur, de tout le temps le menacer en lui disant qu'elle allait voir des blogueurs pour leur dire telle et telle chose. Il avait aussi peur qu'elle le prive de voir sa fille. Et donc c'est lors du Covid que tout s'était écroulé pour eux financièrement parlant à Miami. Je vous le cite. Tous mes petits business qui parvenaient à nous maintenir à flot, tous mes magouilles pour essayer de satisfaire les goûts de luxe de Néouda, tout s'est arrêté d'un coup. À côté, Néouda ne faisait même plus semblant de bosser. Ce que j'ai vu de son emploi du temps de l'époque, il n'y avait que envoyer des nudes à son ex et dormir. Malheureusement, ça ne rapporte pas beaucoup de sous comme activité. Je suis méchant. Il y a quand même eu l'incident dans une parfumerie Sephora qui lui a apporté un peu d'argent. Pour expliquer, elle était partie faire quelques courses avec la petite et l'une des barres en métal de la boutique s'est décrochée. Il y a eu un gros bout de l'installation qui a percuté le crâne de Néouda. Heureusement, il n'y a eu aucune séquelle. Dans l'histoire et grâce au système américain, la boutique était entièrement responsable de l'accident, donc elle a dû verser un joli chèque à Néouda. Psychologiquement, ça l'a aidé de savoir qu'il y allait avoir un certain montant qui allait tomber à un moment ou à un autre, et on devait quand même partir pour rentrer en France. Prochain titre, Paradise. Ce serait quoi le paradis pour vous aujourd'hui? Ce serait aboutir notre vie aux États-Unis, je pense. Non? Oui. Voilà, là on y a mis un pied. On y a mis un pied. Il a bâti beaucoup de choses là-bas, donc Ouais. dans tous les cas, il est maintenant lié aux États-Unis. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, on est revenu. Moi, j'avais un gros manque au niveau de ma famille. Lui, c'était un peu moins dur parce qu'il était beaucoup occupé niveau professionnel. Moi, pour le coup, au niveau professionnel, j'ai eu beaucoup de déceptions au niveau de la musique avec la personne avec qui je travaillais avant, qui m'a beaucoup déçue. Maintenant, du coup, j'ai eu un gros manque de mes amis, de ma famille. Ma fille, elle a kiffé les États-Unis parce que c'est la plage, c'est l'école, c'est la nouvelle langue. Ma fille, elle est très mature, etc. Maintenant, on l'a quand même enlevé de sa famille, de ses grands-parents, etc. Donc, du coup, on est revenu pour ces raisons-là. Maintenant, voilà, le paradis, pour nous deux, je pense, ce serait d'aboutir notre vie aux États-Unis, de pouvoir y être, y rester, de pouvoir peut-être faire venir mes amis là-bas
pour de vrai et définitivement avec moi. D'accord, Voilà. t'emmènes tout ton clan. Ouais, Ouais. l'idéal, c'est de faire monter tout le monde. L'idéal, C'est c'est notre vraiment rêve. de faire monter tout le monde. Et non, c'est vrai que la qualité de vie est différente. Ouais, Donc, c'est sûr. ce serait ça notre paradise. Donc, Neouda est rentré avant lui parce que lui, il avait des chantiers en cours et Ricardo, c'est quelqu'un, enfin, une fois qu'il commence quelque chose, il veut terminer la chose, donc voilà, il devait terminer ses chantiers avant de rentrer lui aussi. Il a aussi essayé de se reprendre en main à ce moment-là au niveau du sport, etc., etc. Mais malheureusement, il a eu un contre-coup côté santé puisqu'il a développé une hernie discale L5S1. J'ai vécu 5 ans d'enfer avec elle. C'était 5 ans de pression, c'était 5 ans de menaces, c'était 5 ans de stress intense. Tu sais, j'en ai eu des problèmes de santé de cette connerie. T'as eu quoi? J'ai eu une hernie discale, tu sais, qui m'a bloqué la jambe gauche, que j'ai au début soignée par la médecine classique. Tramadol, patata, infiltration, ça marchait pas. Je prenais un Xanax, ça marchait. Plus de douleur, pendant 15-20 minutes. Le problème était dans la tête. Là, tu t'es dit, waouh, c'est mon corps qui m'envoie un stop. Il me dit, frérot, tu peux plus encaisser. Stop, tu peux plus encaisser. Il était quand même déterminé à terminer ses chantiers, comme je vous ai dit. Donc, il prenait des antidouleurs à double dose pour pouvoir supporter cette douleur. Et une fois les chantiers terminés, il est lui aussi rentré en France. À son retour, ils ont intégré un nouveau tournage à deux, donc les Marseillais, mais c'était tendu. Il a pu confier qu'il avait l'impression d'avoir une chaîne autour du cou, un flingue sur la tempe. Elle aurait continuellement reproché d'être trop proche de certaines filles, de trop faire le beau. Elle lui aurait même dit comment s'habiller. En plus de ça, sur ce tournage, Ricardo a pu confier que Neouda lui aurait confié qu'elle l'aurait trompé avec son ex, donc lorsque Ricardo était encore à Miami. Il a aussi relevé que plusieurs candidats de télé-réalité donc présents sur ce tournage, notamment Jessica Thivenin, lui avaient demandé comment c'était possible. En fait, elle était choquée en fait de la manière dont Neouda lui aurait parlé sur ce tournage en question. Au final, Neouda devait quitter l'émission et elle lui aurait mis la pression de quitter l'émission lui aussi, au bout d'une semaine, en le menaçant avec les mêmes menaces habituelles qu'il avait relevées plus tôt, du genre « je vais dire que tu me bats », que l'accident était volontaire et j'en passe. Donc Ricardo a cédé, il est parti et à son retour, elle lui aurait annoncé qu'elle l'avait encore une fois trompé avec son ex-copain et cette fois-ci dans leur appartement. Je vous le cite. Ce livre, elle va essayer de se défendre en brandissant des captures d'écran de nos discussions où j'admets ce qu'elle veut me faire admettre. À un moment donné, je suis allée dans son sens, même quand tout était faux. J'étais juste un mec qui voulait la paix. Plus de confrontation, c'était ma devise. Au moins pour essayer de sauver un peu les meubles, notre apparition a été remarquée avec un record d'audience. Après ce tournage, la boîte de production des Marseillais a voulu nous signer, Neouda et moi, non pas pour 1, mais pour 3 nouveaux contrats. Les apprentis aventuriers, les Marseillais à Dubaï et les Marseillais vs le reste du monde. Du coup, on avait l'espoir de reprendre notre carrière là où on l'avait laissée, car le pire, c'est s'arrêter complètement. Tant qu'il y a un lendemain de possible, tout est possible. Au final, ils ont quand même participé au tournage des Anges ensemble, et c'est d'ailleurs à cette même période-là qu'il y a eu cette énorme polémique autour de l'agression. Il aurait, d'après les articles, etc., il aurait tabassé une famille, des enfants et le maire de La Réunion. Donc, vous le savez, on était à La Réunion, dans un hôtel. Tout le monde savait l'hôtel où on était. Pendant ces 3 jours, on a croisé des fans, on a croisé des Réunionnais adorables, on a pris des photos de bon cœur. On a été ultra gentils, à la hauteur de l'accueil qu'on a reçu des Réunionnais. Qui ont été ultra sympas et heureusement ça me fait garder un bon souvenir des Réunionnais, de la Réunion malgré tout. Ensuite, je voudrais aussi éclaircir un point. J'ai entendu Neouda et Ricardo sous coque, sous ci, sous ça. Comment vous dire ? Ricardo ne se drogue pas. Ricardo fume des clopes. Voilà. Moi,
ma famille sait, les gens qui m'ont connue savent que je ne bois pas d'alcool. Je ne fume plus de cigarettes depuis 1 an et demi. Je ne fume pas de joint. Je ne me drogue pas. Je ne fais rien. Je ne bois même pas d'alcool, même pour mon anniversaire. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que Neouda, elle ne fume pas, elle ne boit pas. Par contre, j'ai vu que y a des personnes sur des plateaux télé qui se sont permis de dire certaines choses. Sachez que j'ai pris un avocat et que toutes ces diffamations ont été actées et les plaintes vont être déposées. Parce que je ne laisserai pas les gens me salir. Ensuite, avant aussi de continuer l'histoire, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de parler face à mon téléphone sans personne autour plutôt que d'aller sur un plateau ou d'aller dans les médias. C'est que, une fois de plus, les médias, les plateaux télé ne nous ont laissé aucune chance et n'ont absolument pas respecté la présomption d'innocence. Alors je me voyais mal aller sur un plateau et me sentir à l'aise face à ces mêmes personnes qui nous ont enfoncés dès le début et qui nous ont laissé aucune chance. C'est vrai que Ricardo et moi, on est les coupables idéaux. Je vais sûrement pas vous contredire, mais c'est pas pour autant que nous sommes coupables. J'ai une mauvaise expérience en France avec la télé, etc. J'ai une mauvaise réputation, mais putain, je vais vous prouver qu'on n'est pas des monstres et nous ne sommes pas des monstres. Absolument pas. Alors, pour continuer l'histoire. Donc, ça faisait 3 jours qu'on était à la réunion, tout s'est super bien passé. Dimanche midi, on s'est réunis pour aller manger comme à notre habitude. Il y a une grande terrasse et une petite extrémité de la terrasse est séparée par une baie vitrée qui est fumée, donc on ne peut pas voir à travers. Ricardo, mon papa, Laïa et moi, on a l'habitude de se mettre ici, comme ça on est à l'écart, personne ne nous voit, et comme ça on n'est absolument pas stressé de savoir qui pourrait prendre ma fille en photo ou non. Voilà. On a amené notre fille, c'est à nous de la protéger et c'est à nous de faire en sorte de s'éloigner un petit peu des foules et des téléphones, ce qui est normal. Et ce jour-là, on n'a eu aucun souci par rapport à ça. Johanna, la nounou, qui s'occupe uniquement des candidats des anges et qui ne s'occupe absolument pas de ma fille, ça a été dit, mais c'est absolument faux. C'est une personne qui travaille avec la production. Elle était en train de manger avec 3 candidats. À la fin de leur repas, je suppose, elle vient me voir et elle me dit, écoute, Neouda, Rika, moi je vais monter en haut, je vais raccompagner les garçons et ensuite je vais descendre vous voir. Donc on attend notre repas, on n'avait pas encore commencé à manger, on attend notre repas. Et puis là, je dirais un laps de temps de quelques minutes, j'entends, parce que je ne vois pas ce qui se passe dans l'autre partie de la terrasse, des applaudissements et 2 voix d'hommes en train de crier. Mon papa, ma fille et Ricardo ne bougent pas. Et moi, je décide juste de me lever, parce que je me dis quand même c'est bizarre, et d'aller voir. Et là, je vois Johanna, donc qui doit faire entre 1m60 et 1m65, la petite Johanna, je l'aime trop en plus, qui se fait agresser d'une agressivité au départ sans violence, mais agressivité quand même, qui se fait agresser et elle ne pouvait même pas répondre puisqu'elle ne pouvait tout simplement pas en placer une. Donc j'entendais mais de toute façon t'es moche, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu viens me prendre la tête, tu crois que je suis qui, tu sais pas qui je suis ici, cassez-vous, on vous veut pas ici, nanana. On vous veut pas ici, nanani nanana. Tu t'adresses pas juste à Johanna là, là t'es en train de parler t'es en train de parler des anges, en fait, tout simplement. Et moi, ce qui me choque, c'est le fait qu'elle est assez petite, c'est une femme, et il y a 2 hommes qui sont en train de crier dessus, en train de la rabaisser, plus les applaudissements. Donc, je me permets d'y aller et de me dire, mais stop, arrêtez de lui crier dessus, en fait, ça va pas crier comme ça sur une femme. C'est pas possible, on parle pas comme ça à une femme, en fait. Et à mon tour, je me fais allumer. Et ça repart de plus belle. Mais vous croyez où? Mais on s'en fout de vous, etc. Qu'est-ce qu'on s'en fout de vos photos? Moi, pour le coup, je savais pas que ça parlait de photos parce que j'étais pas là au début. Donc, je savais même pas pourquoi l'altercation avait commencé. De là, un groupe de filles, pendant l'altercation, Ricardo était toujours avec ma fille à table. Il n'était absolument pas là. Il y a juste mon papa qui se levait parce que mon père, forcément, c'est la première personne qui a envie de me protéger. Donc, il est venu juste parce qu'il a vu que je suis partie, il a dit je ne vais pas la laisser partir seule. Donc de là, les hommes qui crient,
Moi, sur le côté, une table de fille m'appelle, me dit Néouda, je dis oui. Elle me dit écoute, elle me dit la fille, elle est venue nous voir, elle nous a prévenus pour les photos, etc. Je suis désolée, mais nous, on n'est pas des sauvages en fait. Si on a envie de prendre une photo, on va vous demander gentiment, on va pas venir vous la voler, on va pas venir la voler, donc je vois pas pourquoi elle vient nous voir, etc. Donc en gros, je comprends que ils auraient mal pris que la nounou est allée les voir en leur disant écoutez, faites attention pour les photos, s'il vous plaît, les diffusez pas, etc. Faut pas les diffuser si vous en prenez. En gros, c'est une histoire qui est partie d'eux, ils ont mal pris que la nounou vienne leur dire faites attention pour les photos, etc. Et de là, je leur explique, je leur dis écoute, elle fait son travail, elle est venue vous voir, c'est pas personnel, elle fait son travail, donc elle est juste venue, un peu prévenir tout le monde qu'il fallait faire attention, c'est tout, sans aucune méchanceté. Et dans tous les cas, je ne pense pas que ça vaut en échange de se recevoir une agressivité pareille de la part de deux hommes. Des t'es moche, des qu'est-ce que tu veux, bouge de là, tu prends pour qui à venir me parler à moi. Du coup, moi, je réponds à ces filles-là, je leur dis voilà, moi, vous comprenez, hors de question, que je l'entende se faire insulter et se faire rabaisser de moche, etc., sans rien dire. Et de là, le fils du maire m'entend dire moi, vous comprenez, je peux pas laisser accepter qu'on la traite de moche. Mais comme c'est lui qui a dit t'es moche, nanana, il me regarde et me dit c'est moi qui ai dit qu'elle est moche. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, je dis qu'elle est moche, je continue à le dire. Tu vas faire quoi? Toi, tu permets d'ouvrir ta bouche? Entre autres. Hein. Et de là, une dispute éclate donc encore plus entre lui et moi. Et je lui dis mais c'est quoi ces manières de parler en fait? J'ai dit on est des filles, je vois pas pourquoi elle est. Moi, je reviens sur le côté, on est deux filles, mais moi, ça me choque à quel point, genre, on peut être aussi agressif face à deux femmes, en fait. Et de là, en fait, il s'approche vers moi, et tout ce que je vous dis, c'est noté, c'est dans ma déposition que j'ai faite au commissariat de Saint-Denis. Et donc, du coup, à ce moment-là, donc, le fils du maire s'approche vers moi, en fait, avec la main devant. C'est allé très, très vite. C'est-à-dire que dans ma déposition, j'ai expliqué, je vais pas mentir, je peux pas vous dire qu'il allait pour me frapper, je peux pas vous dire qu'il allait pour me gifler, pour m'étrangler, je ne sais pas. Maintenant, il est allé vers moi en criant et en ayant la main en avant. En ayant la main en avant. Ça, dans la loi, c'est une agression. Tout comme moi qui crie sur quelqu'un dans l'optique d'être méchant, c'est une agression aussi. Donc de là, Ricardo qui n'avait pas bougé jusqu'à présent, je vous l'assure, et les témoins le disent et peuvent vous le dire, et je reçois des centaines de milliers de messages et je vous les montrerai. Ricardo n'avait pas bougé jusqu'à ce moment-là où il voit le fils du maire s'approcher vers moi violemment et agressivement, et il vient pour le stopper. Il le repousse. Il y a une différence entre pousser et repousser. D'accord? Pousser, c'est violent. Repousser, c'est de la protection. Donc Ricardo le repousse. À partir de ce moment-là, ils se sont, le maire, le fils du maire, le gendre, la mère, se sont rués. Ils ont littéralement sauté sur Ricardo, c'est-à-dire qu'ils l'ont englouti. Je ne le voyais plus. De là, j'ai paniqué. J'ai hurlé. Ma fille était témoin. Elle a vu son père et elle criait « Arrêtez, arrêtez » avec sa petite voix. Voilà. Ensuite, mon père, qui a 65 ans, est rentré dedans pour essayer de... Moi, j'avais envie, mais putain, c'était violent, en fait. Donc, j'avais envie de rentrer, mais je pouvais pas, j'arrivais pas, en fait. Mon père, lui, qui a 65 ans, il a essayé de sortir Ricardo. Il a fini par réussir avec de l'aide. Donc ensuite, certaines personnes me diront, oui, mais on voit ça. Alors, dans les vidéos, à un moment donné, évidemment, vous apercevez Ricardo bouger. Il n'est pas resté comme ça, en fait. Il a tout fait pour se défendre face à 5 personnes. L'agression vient du fils du maire. Étonnamment, le fils du maire, on en a entendu parler que depuis hier. Nous, à la première heure où on a été entendu par la police, on a directement parlé du fils du maire. Et le pire pour nous dans tout ça, c'est ce qui s'est passé après. Donc, nous sommes allés au commissariat, il y avait la garde à vue. Puis pendant ce temps-là, il y avait une campagne de haine qui nous visait. Tout ça à l'initiative du maire, qui a raconté un tas de mensonges que tous les réunionnais, enfin, qu'une partie des réunionnais ont cru. Et les réactions étaient assez violentes envers nous.
une partie des Français aussi ont cru à cette histoire, donc nous ont tout simplement détestés. Donc on reçoit des menaces, des insultes, alors que tout ça, ça vient d'un mensonge. Alors j'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort, j'ai pas envie de faire la victime, mais imaginez-vous 30 secondes, imaginez-vous 30 petites secondes que nous sommes vraiment innocents. Mettez-vous à notre place et imaginez-vous comme c'est dur d'encore une fois porter la casquette du monstre. Voilà. Alors que les monstres, c'est pas nous. Ma fille a tout vu. Ma fille est victime. Au final, Ricardo a fini par quitter Nehuda. Donc il a pris son propre appartement et Nehuda aurait été s'installer chez sa maman à cette période-là. Psychologiquement parlant, elle aurait sombré dans une dépression, d'après ses confidences. Lui aussi allait très très mal psychologiquement parlant à cette période-là. Alors par rapport à leur relation à cette période-là, ils ont quand même tenté d'être ex-friends. Ça a bien fonctionné, d'après ses confidences au départ, mais ça n'a pas duré très très longtemps avant que ça pète de nouveau. Et il y avait un jour où il y a une dispute qui a été très très loin, donc elle lui aurait détruit toutes ses affaires, etc. Et dans l'interview de Samzira aussi, il est revenu sur une dispute. Alors je ne sais pas si c'est cette dispute-là ou s'il parlait d'une autre dispute, mais ça ressemblait un petit peu à ce qu'il décrit là. Donc je vous laisse regarder et on se retrouve juste après. Sur cette scène-là de je lui ai ouvert la tête, etc., c'est à moitié vrai. C'est-à-dire? C'est à moitié vrai. La scène, je me souviens comment ça s'était passé. Elle m'avait fait une crise de jalousie pour je sais plus quelle raison. Elle m'a défoncé mes affaires. Quand je suis arrivé, je l'ai coursé. J'avais envie de lui mettre une baffe. Je te dis la vérité de toi à moi. J'avais envie de lui mettre une baffe. Donc je l'ai coursé. Elle s'est enfermée dans les toilettes. J'ai défoncé la porte des toilettes. Elle est tombée en arrière et elle s'est ouvert la tête. Elle a été à l'hosto. Ils ont fait un point de suture. Elle dit enceinte parce qu'elle aime bien mettre les grands mots. Elle était enceinte de 2 ou 3 semaines. Hein. C'est pas la meuf... Ouais, non, mais peu importe. Elle était enceinte. Oui, d'accord. Et elle était aussi en manque de fer. On peut faire un bilan sanguin si tu veux. Mais ça, enfin, je veux dire, ça sert à rien de grossir le truc, tu vois. Oui, mais pourquoi on arrivait à courser ta compagne? Mais là, ce jour-là, c'est parce qu'elle venait de défoncer toutes mes affaires et que j'avais pas apprécié. Enfin, je veux dire, il faut un mot... Tu sais, moi, je suis pas un fou dans ma tête. Hein. Ça veut dire que tu me chatouilles, je rigole. Tu me dis un truc très triste, je vais être très triste. Et tu m'énerves, je suis énervé, c'est normal. Mais tu vois, t'as dit, j'étais à 2 doigts de lui mettre une gifle. Non, je te dis, l'envie était. L'envie était. Je t'ai pas dit que c'est ce que j'aurais fait, mais l'envie était. Mais tu vois, mais en je suis honnête, hein, je te mens pas. Hein, je pourrais te dire non. Bien sûr. Non. Mais en la coursant. J'aurais pu lui mettre juste une gifle, tu vois. En la coursant. Dire, putain, tu viens de me défoncer mes affaires. Son livre, il est également revenu sur un jour où elle a réellement appelé la police, l'accusant de violence conjugale, alors que ce n'était pas vrai. Je vous le cite. Direction la garde à vue encore pour 48 heures. Cette putain de menace qu'elle me faisait depuis des années, elle a exulté en 2023. Ce qui m'a sauvée pour prouver que c'était faux, c'est que j'avais des caméras. Oui, tu as bien lu. J'étais tellement menacée H24 que je me suis dit, Ricardo, tu dois te protéger. Donc aucune trace physique de coup. Son rapport psy démontre une instabilité totale et une tendance à la violence. Et pour couronner le tout, elle a utilisé notre fille qui n'a pas assisté à la scène comme témoin. Forcément, lors de la confrontation avec les images vidéo, sa plainte a été classée sans suite. L'Erreur de la République l'a poursuivie pour dégradation de biens matériels et dénonciation calomnieuse. Jugée innocent par la justice mais coupable par les médias et ses fanatiques à elle, ça faisait 7 ans qu'elle me dénigrait sur les réseaux sociaux, me menaçait dans mon propre domicile, qu'elle se servait de ma fille et de mes traumatismes contre moi. Suite à ça, pendant près de 6 mois, on ne s'est pas abordé une seule fois la parole. On se donnait la petite à l'amiable. Leur histoire ne s'est pas arrêtée là, puisque Nehuda est retombée enceinte. Alors, dans son livre, Ricardo a pu confier que la première semaine, il était content et plutôt emballé par l'idée d'avoir un deuxième enfant. Il avait aussi l'espoir qu'elle change par rapport à cette deuxième grossesse, que ça lui serve peut-être de déclic. Mais il s'est très vite rétracté, d'après ses dires. En fait, il a réalisé que, au vu de comment ça se passait dans leur couple, etc., que c'était pas une bonne idée d'avoir un deuxième enfant et qu'il a pas du tout, il a plus changé d'avis pendant les 9 mois de grossesse et il a pu confier qu'il voulait qu'elle avorte. Donc, d'après ses confidences, Nehuda aurait vécu sa grossesse de son côté. Lui aurait préféré garder ses distances. Il a également pu confier qu'il n'était pas présent le jour de l'accouchement, mais qu'il a rencontré son fils le lendemain de l'accouchement et que même si
il était fou de son fils dès qu'il l'a vu, il a quand même préféré garder ses distances pendant plusieurs mois. Et c'est à cette même période que Ricardo a essayé d'acheter une maison, mais c'était pas si simple. Donc pour réaliser ce projet, il avait fait appel à un ami à lui qui avait traficoté les intitulés des papiers. Donc les chiffres et l'argent étaient corrects. Il avait seulement changé les titres, puisqu'en tant qu'intermittent du spectacle, c'est assez compliqué de recevoir un prêt. Donc ce crédit lui a finalement été accordé, sauf que Neouda aurait fini par appeler le siège de la banque pour le dénoncer. Et pour lui, c'était la goutte qui a fait déborder le vase quelque part, et c'est ça qui a réellement mis fin à leur relation, d'après ses confidences en tout cas, puisque cette maison, à la base, il voulait l'acheter pour que ses enfants aient quelque chose de concret, en fait, plus tard dans la vie. Donc, je vous le cite. « La maison n'était même pas pour moi, elle était pour les enfants, qu'ils aient au moins quelque chose de fixe dans leur vie, qu'ils puissent faire vraiment ce qu'ils veulent dans leur vie en sachant qu'ils auraient toujours la sécurité d'un foyer. Bref, ça m'a rendu dingue. Quel niveau de jalousie et de méchanceté il faut pour aller jusqu'à gâcher la vie de ses enfants par pure rancune et haine. Et donc, à ce moment-là, avec le peu d'argent qui lui restait, que Ricardo a décidé de se lancer dans la coiffure. Donc, Ricardo a d'abord commencé par couper les cheveux des gens à domicile pour une dizaine d'euros par coupe. C'était pour lui un moyen déjà premièrement de construire sa clientèle et d'apprendre et de maîtriser un petit peu le métier. Et c'est ensuite qu'il a ouvert donc son propre barbeur, Hair Trap, sur Avignon. Je vous le cite. « Je suis fière de pouvoir dire aujourd'hui que je suis ce que vous voyez de moi. Un papa heureux comme tout, qui aime bien faire le con, qui bosse comme un chien et qui ne veut que le meilleur pour tous ceux qui l'entourent. » Alors, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est Ricardo qui détient la garde de ses 2 enfants. Donc c'est la justice qui lui a confié la garde. Alors bon, très sincèrement, si il y a 10 ans j'ai chié de travers, ok c'est bien, bravo, on s'en steak la pince, tout ça c'est du passé, on va pas se mentir. Ce qui est passé, pour moi ce qui compte c'est le présent et l'avenir. Actuellement c'est moi qui ai la garde de mes enfants, c'est moi qui m'en occupe seul depuis déjà un peu plus d'1 an. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons, forcément, tu sais, aujourd'hui en France, enlever un enfant à sa maman, c'est pas facile. Alors en enlever 2, c'est encore moins facile, dont un nouveau-né, c'est quasiment, voilà, c'est forcément, elle a fait des choses derrière que la justice n'a pas laissé passer. Et encore une fois, comme je l'ai dit à ma fille tout au long de cette année, c'est pas la faute à papa, c'est pas ma faute à moi. J'ai fait des conneries, j'y suis pour rien du tout. Livre, il a pu confier qu'il ne souhaitait pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment Neouda a perdu la garde de ses enfants. Parce que, il veut protéger ses enfants. Il se dit que si jamais un jour ses enfants sont menés à lire son livre, il n'a pas envie de descendre leur maman quelque part, raconter dans les détails le pourquoi du comment, etc. Je vous le cite. « C'est fait de passer pour une maman idéale sur ses réseaux sociaux, mais la vérité l'a vite rattrapée l'an dernier. Elle a craché sur moi encore une fois en disant que je ne m'occupe jamais de mes enfants. Mais cette fois-ci, pour me défendre, j'ai commencé à montrer aux gens mon quotidien. On voyait d'un côté Neouda faire la fête sur Paris, avec ses amis, resto de luxe, shopping, jamais aucune activité avec ses enfants. Puis moi, de l'autre côté, qui montre mon quotidien avec mes enfants, à temps plein. J'aurais pu balancer le fait qu'elle ait perdu la garde des enfants pour la détruire, mais je ne l'ai pas fait, parce que je ne suis tout simplement pas comme ça. » Là, au mois de mars, donc on va repasser devant le juge des enfants, faire ce petit bilan, à savoir justement le bilan de chacun. Mon ex devrait récupérer ses droits normalement parce que sa situation s'est un peu améliorée, donc elle démontre une certaine amélioration qui vont lui permettre, je pense, de récupérer ses droits. Par contre, pour moi, avec toute cette année que je viens de vivre difficile, je pense prendre un peu de recul. Je pense prendre un peu de recul. Mon ex va demander une garde alternée, 1 semaine chacun. Moi, je suis contre parce que la communication entre elle et moi ne fonctionne pas. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Avant qu'il y ait ce truc-là on lui retire la garde, la meuf était 3 semaines à Paris, 1 semaine avec ses enfants, tu vois. Donc, le quota n'a jamais été respecté de 1 semaine sur 2. Et je suis toujours perdant dans l'histoire en plus.
Et en plus, je me fais salir de mauvais père alors que c'est moi qui suis avec les gamins. Enfin, c'est très compliqué. Donc, ça, bon, pour moi, en mars, ça sera un quitte au double. Et c'est ce que je dirais au juge. Je dirais, écoutez, moi, le garde alterné, ça ne me convient pas. Soit on arrive à dispatcher, à séparer les deux enfants, mais je ne suis pas sûr que ça c'est possible. Que moi, je garde mon fils, qu'elle garde ma fille. Que bien sûr, ça tourne, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, ça sera, à mon avis, soit moi qui continue à avoir les enfants à 100%, soit l'inverse. Mais il n'y aura pas de garde partagée. Tu n'es pas pour? Je suis pas pour. Et je suis pas contre qu'il y ait l'inverse. Si c'est la maman qui veut prendre, qui va avoir les enfants à 100%, je suis pas contre, très sincèrement. Et je pense même que j'en ai peut-être un peu besoin parce que cette année, elle a été très difficile. J'ai très peu de temps libre. Là, tu me vois, je prends un peu de poids, je suis un peu rondouillé et tout, mais c'est parce que j'ai très peu de temps libre. J'ai pas le temps d'aller à la salle de sport. Je suis en CAP coiffure. Je gère un barbeur. J'essaye de streamer un peu de temps en temps. Je gère mes enfants. C'est beaucoup de travail quand tu gères des enfants. Faut pas croire que c'est easy. En plus, moi-même, j'ai certains problèmes où je n'arrive pas à faire confiance aux gens, donc je confie jamais mes enfants à quelqu'un. Je ne laisse jamais mes enfants à quelqu'un. Je vis dans le sud tout seul pour mes enfants. Moi, je suis d'ici. Je suis pas du sud, moi. Je suis descendu dans le sud quand je me suis mis avec Néouda. Ensuite, il y a eu les enfants, etc. Et aujourd'hui, si je reste dans le sud et que je me développe dans le sud, c'est juste parce que j'ai mes enfants. Demain, si j'ai pas mes enfants, je rentre chez moi. Alors, il a également pu se confier, et aussi dans l'interview de Samzira, et je vais vous laisser avec l'extrait dans un instant, comme quoi sa petite fille de 7 ans le déteste aujourd'hui. Enfin, il a pas mal de complications au niveau de sa relation avec sa fille aujourd'hui. Et dans son livre, il a pu confier que c'est Néouda qui aurait monté leur fille contre lui. Il a également pu confier dans son livre que Néouda aurait, d'après ses dires, expliqué à Laïa ce qui s'était passé avec le téléphone. Donc le jour où le téléphone a atterri sur son visage, je vous le cite. « Je suis tombée des nues quand ma fille m'a demandé des comptes, surtout que ma fille, c'est mon petit bébé que je protège. Je lui dis sans cesse que les problèmes d'adultes sont pour les adultes. Je ne veux la mêler à rien. Je ne me sers jamais de ma fille comme témoin ou comme bouclier. Le comportement de mon ex me dégoûte et rien que de l'écrire, ça me troue le cœur pour ma fille. » On lui a retiré la garde, c'est pas moi. Moi, heureusement que j'étais là, sinon c'était placement. Est-ce que tu arrives à préserver l'image de la maman quand même auprès des enfants? Moi, je fais ce taf-là. Malheureusement, il n'est pas fait, ce taf-là dans les deux sens. Parce que je crois que c'est important. Moi, parce que c'est les enfants qui sont au milieu. Ouais, moi, je fais ce taf-là et j'y tiens vraiment à ce taf-là. Parce que pour moi, un enfant, c'est un enfant. Et un enfant, il aime sa mère, il aime son parent, il aime son père. Il aime ses parents, quoi qu'il arrive. Ça peut il être veut pas qu'on le salisse ses le parents. pire du monde, qu'ils aimeront leurs parents. C'est comme ça. Donc, j'ai jamais monté genre la tête de ma fille. Mon fils est trop petit, mais j'ai jamais monté en mode ta maman, c'est la pire du monde. Pas du tout. Quand il y a eu ce truc-là et que je devais me défendre, parce que je devais me défendre malheureusement, derrière, il y avait un bourrage de crâne sur la petite où c'était moi le coupable de tout. Papa, c'est ta faute. C'est ma faute de quoi? Si ta maman va tabasser d'autres mamans à la sortie de l'école, c'est ma faute à moi, mais j'étais pas là. Et j'étais là? Non, j'étais pas là. Si ta mère va faire ci, est-ce que j'étais là? Non, j'étais pas là. Je me justifiais toute cette année auprès de ma fille, et ça a été très dur parce qu'en plus, tu devais le faire d'une façon propre. Tu vois, là, je t'ai dit exactement les mots que je lui ai dit. Est-ce que papa, il était là? Non. Tu vois, je lui ai pas dit ta mère, c'est une folle dingue. Je lui ai dit, est-ce que papa était là? Non. Est-ce que c'est ma faute à moi? Bah non. Et t'es aidé pour ça? Il y a un psy, t'es conseillé? D'accord, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, là, au mois de septembre, une thérapie avec ma fille pour essayer d'améliorer sa relation avec moi parce que du coup, en 6 mois, elle en est venue à me détester maintenant. Au moment où on tourne, elle te déteste? C'est horrible, hein? Elle te déteste? Ma fille me déteste, c'est horrible. Oh. Et tu vis avec elle? Ouais. Elle me déteste, c'est horrible. Mais comment ça se manifeste? Bah, ça se manifeste par j'ai pas envie d'être avec toi, je veux être avec maman. Quand je la récupère, qu'elle a passé un week-end avec sa mère, à chaque fois que je la récupère, elle est en pleurs, elle est pas bien. Elle te rejette? Ouais, totalement. Je vais la récupérer à l'école, elle me fait limite la gueule. C'est compliqué. Et pourquoi elle veut être avec sa maman et pas avec toi? Bah, elle va être avec sa maman parce que c'est différent. Déjà, on fonctionne pas de la même façon, on n'a pas la même façon d'élever. Je suis beaucoup plus dur avec ma fille que la maman peut être avec la petite. Ah, totalement. Ça te fait mal, ce rejet? Ça m'a tué. Je te dis la vérité, ça m'a tué. Ça m'a donné envie d'abandonner plus d'une fois. Oh. Je le ferai pas, hein.
Mais ça m'a donné envie d'abandonner plus d'une fois. Pourquoi t'abandonnes pas? J'abandonne pas parce que c'est des enfants. Et puis, je sais que c'est pas d'elle-même, elle a 7 ans. C'est pas d'elle-même qui... Ça lui vient, c'est je déteste mon papa comme ça. Non. Il y a un travail qui est fait derrière. Et ce travail qui est fait derrière, n'aurait jamais dû être fait. C'est un enfant, on l'éloigne de tous ces problèmes-là. Alors, vers la fin de son livre, il a pu confier qu'à l'heure d'aujourd'hui, Nehuda aurait recommencé à remettre les choses en ordre dans sa vie en règle générale. Elle aurait maintenant son propre appartement et elle devrait récupérer ses droits parentaux en mars 2025, donc d'ici quelques semaines en gros. En tout cas, d'après les dires de Ricardo, je reprends ses mots, si elle démontre une réelle amélioration dans les faits qui lui ont été reprochés. Écoutez, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Alors, depuis la sortie de l'interview que Ricardo a pu accorder à Samzira, si je dis pas de bêtises, Nehuda a confié en story, il me semble, qu'elle allait porter plainte contre Ricardo ou qu'elle avait porté plainte contre Ricardo pour diffamation. Il y a aussi eu pas mal d'allers-retours entre Bastos et Ricardo. Enfin, si vous suivez un petit peu les actualités des réseaux sociaux, vous avez très certainement dû voir passer tout ça. Je crois qu'il parle de moi tous les jours en ce moment. Peut-être ça cache un petit sentiment caché, je ne sais pas. Après son interview avec Samzira, il serait peut-être partant pour faire son coming out. Ça me regarde pas, c'est pas mes oignons. Mais dans tous les cas, ce que moi je trouve assez culotté, et ça, il faut bien l'avouer, Bastos, il a du culot, c'est que je pense pas que ce soit le mec le mieux placé dans les histoires de couple pour venir donner des leçons de couple. Vraiment, je crois que toutes ses ex, elles ont bavé sur lui. Il a jamais fait plus de 6 mois en couple. Qu'est-ce qu'il y connaît, quoi? Tu vois, c'est ça que j'ai envie de te dire presque. Mais leur plan a déjà commencé et j'ai su que la prochaine étape de leur plan, c'est l'émission Aja de Samzira dans lequel Bastos va me dézinguer sans prendre de gants apparemment. Donc là tu vois, mon petit tartare, j'ai mis mes feuilles de salade, mes tomates cerises. Moi je valeur que les actes. Ça roule? Tu peux dire A, B, C, D, E, F, G, H. Si j'ai la garde de mes enfants, c'est pas pour rien baby. Bastos et Nehuda contre moi en alliance. Oh là là, j'aurais jamais cru. Mais bon, ils sont en train de préparer ensemble. Donc un gros coup, un sale coup contre moi. On va débriefer de ça tout de suite. Et d'être ensemble. Donc peut-être que j'ai encouragé ce genre de choses. Mais ça, depuis quelques années, c'est terminé. Tu me défonces, je te démonte. Il n'y a pas de problème. Tu veux jouer œil pour œil, on joue œil pour œil. Bien que moi, je le fais avec beaucoup plus de pudeur peut-être, ou plus de respect pour mes enfants, je dirais, parce que c'est pas joli de dévoiler des conversations privées publiquement. Déjà, de 1, c'est illégal. Mais de 2, qu'on s'est mis en plus hors contexte, n'importe quel naïf peut croire ces conneries. Tu sais, une phrase, quand tu lis que la fin, tu peux toujours y croire. C'est comme l'email. Vous avez vu là, dernièrement, je lui ai envoyé un email où elle me dit « Qu'est-ce que c'est que cette interview de Samzira ?» Je lui ai dit, c'est pour la promo de mon livre. J'ai pas dit que j'ai menti. Je suis en train d'expliquer pourquoi la vidéo. La vidéo parce que je fais la promo de mon livre. Dans ce livre, le titre, c'est « Sortir du silence ». Donc forcément, je vais balancer la vérité. Hein. Et même quand je suis coupable, je balance. Hein. Alors, moi, de mon côté, aujourd'hui, je vous ai présenté et livré les confidences et la vérité de Ricardo, donc sa vérité. Évidemment que si jamais un jour Nehuda prend réellement la parole à travers d'une interview ou d'un livre ou peu importe, je vais évidemment aussi faire une vidéo par rapport à ses confidences à elle. Maintenant, c'est vrai que je ne reviens pas, vous le savez, sur ma chaîne, je ne reviens pas sur des actualités courtes, etc. Il va certainement encore y avoir des rebondissements dans cette histoire-là. Par contre, si justement les actualités vous intéressent et que vous voulez vraiment à chaque fois une suite de tout ce qui se passe, etc., je vous invite à aller voir la chaîne de Rudy Koppel que vous allez voir affichée ici sur l'écran. Donc Rudy traite justement les actualités de télé-réalité, pas que, hein,
Mais voilà, il traite les actualités de télé-réalité assez rapidement. Donc, si jamais il y a des rebondissements dans cette affaire, etc., vous pouvez en être sûr qu'il en parlera dans ses vidéos. Mais ça vous intéresse, vous voyez sa chaîne affichée sur l'écran, je ne sais pas où, là, quelque part en tout cas. Et je vais bien évidemment vous laisser le lien de sa chaîne dans ma barre d'infos. Il a également une chaîne replay de ses lives Twitch qu'il reposte sur une chaîne où il fait des reacts justement par rapport aux actualités. Encore une fois, aussi très souvent sur la télé-réalité. Donc sur cette chaîne, vous allez très certainement aussi pouvoir retrouver des informations si jamais il y en aura par rapport à cette affaire-là. Et pas que d'ailleurs. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est télé-réalité en règle générale, je pense que vous allez beaucoup apprécier sa chaîne, enfin ses chaînes. Et évidemment, si jamais tu passes par ici, Rudy, tu sais très bien ce que je pense de toi, que ce soit humainement parlant ou professionnellement parlant. Voilà, écoutez, là on arrive vraiment tout doucement à la fin de cette vidéo. Maintenant, pour vous donner mon avis, écoutez, moi je vous dis honnêtement, je pense que dans leur relation, ils ont tous les deux eu des torts. Je pense que c'était une relation qui, certes, ils s'aimaient, je pense qu'ils s'aimaient vraiment, que c'était très passionnel, mais terriblement toxique et une relation très destructrice. Voilà, je pense que les deux ont eu des torts. Je pense qu'il y a dû y avoir de la violence. Je ne parle pas juste physique, même de la violence verbale, etc. des deux côtés. Je pense que ce sont deux gros caractères avec un gros tempérament. Je pense sincèrement qu'ils ont fait ressortir le pire l'un chez l'autre. Et c'est ça le problème avec ce genre de relation-là. Certes, il y a la passion, il y a l'amour, etc. Mais par contre, en contrepartie, quand il y a une toxicité pareille, ça peut aller tellement loin et avoir tellement de répercussions. Après, maintenant, par rapport à Ricardo, je vous dis en toute transparence, moi j'ai l'impression qu'il est honnête. Quand j'ai regardé l'interview, parce que j'ai regardé l'interview avant de lire son livre, bien que j'avais déjà son livre, mais j'étais occupée à travailler un autre script, je le trouvais déjà très honnête en fait dans l'interview. C'est-à-dire que même par rapport à ses propres torts, il ne tourne pas autour du pot. Quand il a tort, il le dit. Il a même relevé la fessée par rapport à sa fille, alors que voilà, il n'était pas obligé de le faire. Il a relevé des choses par rapport à ses propres torts en avouant en fait. Je ne vais pas vous mentir, j'avais pas forcément une très bonne image de lui, de ce que j'ai pu voir à travers de certaines images de l'époque, de la télé-réalité. Mais pour être complètement transparente, dans cette interview et dans son livre, je le trouve sincère en fait. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense vraiment qu'au niveau de leur couple, les deux ont des torts. Maintenant, encore une fois, je ne vis pas avec eux, je ne les connais pas, que ce soit Ricardo ou Nehuda. Je ne suis pas dans leur couple, je me base vraiment sur les choses qui ont été rendues publiques. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est ce que j'en déduis. Moi, je trouve aussi qu'il a une belle évolution sur le plan personnel, en fait. Dans le sens où le mec, il bosse, ça, on ne peut pas lui enlever, il bosse comme un acharné du matin au soir. Il élève seul ses 2 enfants. Il n'a pas vraiment beaucoup d'aide autour de lui, de ce que j'ai pu comprendre de son interview de Samdira. Donc, il s'occupe à temps plein de 2 enfants. Plus, il a son salon de coiffure, il bosse. Il me semble aussi qu'il est en formation là pour pouvoir se perfectionner dans les coupes, dans plusieurs coupes. Apprendre à faire les couleurs, etc. Il en avait parlé dans l'interview, justement. Il a ses petits kiffs, ses petits plaisirs à côté, comme ses lives TikTok ou les matchs, ou je ne sais pas trop ce qu'il fait sur TikTok, mais je l'ai déjà vu passer dans mes pour toi, etc. Moi, ce que j'en déduis, de ce que j'ai pu entendre et voir, j'ai l'impression qu'il a énormément évolué par rapport à ses comportements d'avant. Je pense que c'est un bon papa aujourd'hui qui donne tout pour ses enfants, qui fait tout pour le bien-être de ses enfants. Vous savez, vous me connaissez maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ne pardonnent pas certains faux pas, entre guillemets. Si vous suivez ma chaîne, vous me connaissez. Quand je vois une évolution chez une personne, tout le monde mérite, je trouve, une deuxième chance à partir du moment où la personne évolue, à partir du moment où la personne apprend de ses erreurs, à partir du moment où la personne change réellement. Et puis aussi par rapport à la garde de ses enfants, soyons honnêtes, voilà, il n'a pas non plus l'image de quelqu'un qui est tout blanc. Il a aussi des antécédents, genre l'accident avec le téléphone, etc., etc. Donc si la justice lui a accordé la garde, c'est qu'il y a quand même des bonnes raisons à retirer la garde des enfants
de la maman. Donc maintenant, après, voilà, il n'a pas souhaité s'exprimer sur le pourquoi du comment, et ça c'est tout à son honneur, je trouve, vraiment, de protéger ses enfants par rapport à ça, et de ne pas rentrer dans les détails par respect aussi pour Nehuda. Et puis ça c'est quelque chose de très personnel, je trouve, donc je ne vais pas non plus m'attarder sur ce sujet-là. La seule chose, j'espère juste qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente pour les enfants. Moi, ce qui me fait le plus mal au cœur dans cette histoire-là, en fait, si deux adultes ne s'entendent pas, c'est la vie. Voilà, c'est la vie, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Voilà, on va être honnête, des couples, voilà, où ça va pas, où il y a de la toxicité, où c'est explosif et au final ça pète complètement, il y en a des tonnes. Maintenant, là où ça me fait mal au cœur, c'est pour les enfants, les répercussions sur les enfants. Parce que, enfin, c'est... Moi, je trouve ça triste. Hein. Si c'est réellement vrai que la petite a été montée contre son père, qu'elle a été mise au courant de certaines choses, qu'elle... Enfin, elle est si jeune. Je trouve ça terrible, en fait, de retirer l'innocence d'un enfant, en fait, avec des histoires d'adultes. C'est... Maintenant, encore une fois, je ne peux pas affirmer que ce soit vrai ou pas. Hein. Je n'étais pas là. Je me base sur ces dires, évidemment. Mais moi, j'espère juste qu'ils vont pouvoir trouver un terrain d'entente et qu'ils vont réussir à apaiser les choses d'un minimum juste pour le bien-être de leurs deux petits bébés, en fait. C'est surtout ça. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaite vraiment, de trouver un terrain d'entente, surtout pour le bien-être des deux petits, quoi. Parce que... c'est eux qui vont payer pour tout ça plus tard, malheureusement. Et c'est ça, enfin, c'est triste. Enfin, ayant grandi moi-même dans un climat où il y avait énormément, pour le coup, énormément de violence, je peux vous assurer qu'il y a des répercussions sur la santé mentale et des répercussions qui sont souvent très très graves. Il y a des images qu'on n'oublie jamais en tant qu'enfant. Il y a des choses qu'on n'oublie jamais, même quand on était très jeune. Il y a des choses qui restent, qui marquent, et ce sont des cicatrices qui ne partent pas. Encore une fois, j'espère que les choses vont pouvoir s'apaiser pour les enfants et puis même pour eux-mêmes. C'est triste d'en arriver là, je trouve. Puis dernier point, par rapport à la télé-réalité. Alors, par rapport au rôle, donc ce qu'il a décrit par rapport au rôle qu'il incarnait, le rôle de certaines candidates, etc., on en a déjà entendu parler, hein, qu'il y en a beaucoup qui surjouent, qui ci et ça maintenant. Je ne pensais pas que c'était aussi... Moi, je trouve que c'est un peu un mindfuck, vous voyez, comme ce qu'il a pu confier par rapport à sa relation avec Fidji. On se sépare pour un tournage, on se remet ensemble, puis on se sépare de nouveau, puis on se remet ensemble. Ça doit être, mais psychologiquement parlant, ça doit être hyper perturbant. Je pense pas que tout le monde a sa force mentale à lui et ce truc de pouvoir tout détacher, enfin détacher le taf de la réalité, entre guillemets. D'ailleurs, je me rappelle, il me semble qu'Aurélie d'Autremont en avait parlé par rapport à son tournage des Anges, hein, qu'elle s'était même perdue elle-même dans ce qui est vrai ou faux par rapport au couple qu'elle avait avec, il me semble que c'était Julien Guirado. Je vous retrouve l'extrait où elle en a parlé dans l'interview de Samzira, je vais vous l'inclure là tout de suite. J'espère que je vous ai donné mon avis par rapport à tous les points qui ont été mentionnés. Il me semble que oui. Si jamais ce n'est pas le cas, désolée. Mais maintenant, je préfère donner mon avis en fin de vidéo parce que ça parasite un peu la vidéo si je m'arrête à chaque fois pour donner mon avis. Et puis, il y a des gens qui s'en foutent complètement de mon avis, d'autres qui veulent justement mon avis. Donc, à partir de maintenant, je le fais en fin de vidéo. Mais ce que je devrais faire à partir de maintenant, c'est en fin de vidéo mentionner les points sur lesquels j'ai envie de donner mon avis. Parce que je ne suis pas sûre si j'ai rebondi par rapport à tout. Bon, bref. Bref, vous avez mon avis quand même en gros. Voilà, pour la plupart des sujets qui ont été relevés. N'hésitez pas à me donner, vous aussi, votre avis de votre côté. Maintenant, la seule chose que je vous demande, s'il vous plaît, je sais que la plupart des gens qui suivent mes vidéos sont très respectueux, même si vous n'aimez pas une certaine personne ou quoi, vous arrivez quand même à poser les mots tout en restant respectueux, sans insultes, etc. Mais pour les personnes qui sont peut-être tombées par hasard sur cette vidéo, je vous demande, s'il vous plaît, si vous donnez votre avis et que vous n'aimez pas Ricardo ou Nehuda, et restez juste respectueux dans les commentaires. On peut tout à fait donner son avis par rapport à quelqu'un, par rapport à des situations, sans insulter la personne, sans la dénigrer, sans être... Ça sert à rien, premièrement. Je vous dis en toute transparence, j'ai pas envie d'avoir... la zone des commentaires là, remplie de haine, etc. Je vous le dis dorénavant. Les commentaires qui ne sont pas constructifs, qui sont juste là pour rabaisser les gens gratuitement,
voilà, sans être un minimum respectueux, etc., ces commentaires seront supprimés. Voilà. On est tous des êtres humains. Encore une fois, on peut donner notre avis, même si on n'aime pas une personne, mais on peut aussi rester respectueux. Voilà, là maintenant, pour de vrai, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Il me manque plus qu'à vous remercier comme d'habitude pour votre temps, votre gentillesse et votre bienveillance. Nous, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous et à très bientôt.